Bénédiction sur vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices et lecteurs de la revue de presse internationale. Nous sommes ici en direct d'Avignon, le Palais des Papes. Comme vous voyez derrière nous, nous sommes vraiment dans notre sujet et nous allons vous donner les dernières informations comme il se doit sur la déliquescence totale du système bancaire et évidemment économique avec le cardinal Fent ici présent. Je crois qu'on peut dire même les dernières onctions du système bancaire. Les dernières onctions, absolument. Voilà. Donc, à nouveau, nous vous bénissons. Nous bénissons vos chats également, vos petits toutous. Et nous vous donnons rendez-vous à cette revue de presse dans quelques instants. Bénédiction sur vous, madame, monsieur, mademoiselle. Bénédiction sur vous, mon cher cardinal Fent. Cher Saint-Père. Bienvenue en Avignon. Hein. Oui. Nous sommes vraiment, alors là, au cœur du sujet. Dans la place. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, depuis, ça va faire 1 an que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir une revue de presse papale. Et on ne sait même pas comment cela s'est organisé, parce qu'on ne l'a pas fait exprès. Mais ça fait 2 fois de suite, effectivement, qu'on se retrouve en Avignon. Oui. Et effectivement, soit dans la demeure d'un grand cardinal, non, d'un pape, pardon, soit littéralement au pied du Palais des Papes. Donc, Oui. les anges, voilà, les anges organisent des choses à notre insu. On nous appelle. Exactement, on nous appelle. Alors, justement, donc ça fait 1 an que vous n'avez pas eu de revue de presse papale, et quelque part ça tombe bien parce que il y a eu une véritable avalanche de banques. Alors, précisons-le, mon cher cardinal, 8 banques sont mourues en l'espace de 1 mois seulement. Alors, tout ça s'est passé entre la mi-avril et la mi-mai. Alors, je vais vous donner la liste, parce que vous n'allez pas le croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, elle est où la crise bancaire? J'ai dit, oui, ben, on est en plein dedans, vous allez le voir. Alors, par exemple, Crédit Suisse, comme je vous l'avais annoncé dès septembre 2022, le Crédit Suisse, il n'y a plus de crédit. C'est fini, c'est mouru. Alors, pour nos amis suisses qui suivent notre revue de presse, ça va leur coûter en impôts 15 000 francs suisses par habitant. Oui, ils veulent faire payer le... Bien sûr, c'est toujours les habitants qui payent, hein, c'est les excès des banquiers. 15 000 francs suisses, pardon, par habitant. C'est une folie furieuse, on va y revenir. Les résultats trimestriels de Crédit Suisse montrent l'urgence de la situation. La banque, rachetée par sa concurrente UBS sous la pression des autorités suisses, a subi des sorties de capitaux de plus de 60 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Des sorties importantes qui ralentissent mais qui ne se sont pas encore inversées, précise la banque dans un communiqué. Au premier trimestre, Crédit Suisse a dégagé un bénéfice net en trompe-l'œil de 12,4 milliards de francs suisses, mais qui masque une perte avant impôt d'1,3 milliard de francs après ajustement. Alors ensuite on passe en Californie. Alors chez les banques des riches, par exemple la Signature Bank qui a volé dans les airs, Silicon Valley Bank qui a volé dans les airs, la First Republic qui a volé dans les airs, la First Horizon, alors c'est tous le premier Horizon, la Première République, alors maintenant c'est les dernières, hein, c'est vraiment clair. Alors ensuite il y a la Pacific West, californienne également, et puis en France, alors la B-Post, c'est une banque belge, banque postale belge, dont la BNP française est propriétaire, qui a un vrai problème de liquidité, et bien entendu Orange Bank, alors elle n'est pas encore en faillite, mais elle cherche désespérément un crétin, un idiot, pour la racheter. Voilà. Donc, avis à la BNP, Société Générale, etc., qui voudrait éventuellement racheter cette fausse banque. Eh bien, toutes ces banques ont dansé la chorégraphie du thriller, vous savez, les zombies là, qui dansent de Michael Jackson. Et après, logiquement, donc 15 années de taux négatifs que Laurent et moi, nous avons chroniqué sur la radio ici et maintenant, et ensuite sur les revues de presse papales et sur YouTube et sur TV Liberté. Voici que l'addition de la fausse monnaie s'est présentée aux banques. Et c'est pas fini. J'ai vu un spécialiste américain qui a dit que techniquement, il y a encore 200 autres banques américaines
qui devraient voler dans les airs. Au point que ça pose un véritable problème de sécurité nationale. Là, c'est clair. JP Morgan Chase va racheter l'essentiel de la First Republic Bank en faillite. La First Republic s'est retrouvée dans le sillage de la crise bancaire qui a éclaté en mars dernier suite à la faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank. La faillite de la First Republic est la deuxième plus importante de l'histoire des États-Unis. Les Américains ne savent plus comment faire. Ils se sont battus entre eux pendant à peu près quasiment 3 semaines pour creuser leur dette, leur tombe encore plus profond. Et donc là, ils vont arriver à 41 trilliards, je dis bien trilliards, 41 000 milliards de dettes. Donc ils sont quasiment à 140 voire 160% d'endettement. La France est à 130% d'endettement. Et cela nous ramène à nos premières émissions ensemble, mon cher Cardinal, lorsqu'on parlait de la Grèce en 2009, rappelez-vous, puisque la Grèce à l'époque était à 160% d'endettement, et donc ça a détruit tout le pays. Les jeunes sont partis travailler dans les campagnes notamment. Voilà, dans le reste du monde. Le taux de suicide, n'en parlons pas. Et donc Macron, Sarkozy, Hollande, ils ont vraiment réussi à détruire le même combat. Voilà, tout à fait. Donc bienvenue au club. Alors attention. On ne doit pas dire qu'une banque est en faillite. On doit dire qu'elle recherche une fusion. Vous savez, c'est la fusion de la fusée qui monte et qui explose en plein vol, quoi. C'est grosso modo l'idée. Peu importe la formule, cette fois, il faut passer à la caisse quand même. Et en toute logique, les premiers qui ont profité de la fausse monnaie ne sont pas les premiers à tomber. Comme d'habitude, ce sont les seconds couteaux qui payent le prix des musiciens. Crédit Suisse, mis à part, bien entendu. Regardez bien le graphique ci-dessous qui vous résume parfaitement la situation. Alors, pour vous donner une idée de la grandeur, le poids des 3 banques, juste des 3 banques américaines qui ont explosé, en premier, montre que ce sont là les moyens poissons qui remontent à la surface avec un total de 548 milliards de dollars, soit un demi-trilliard. Et encore, dans ce montant, il n'y a pas la First Horizon et la Pacific West. Et donc, attention, à nouveau, ne pas confondre cette crise bancaire avec la crise bancaire de 2008, qui ne touchait majoritairement, principalement la Lehman, mais c'est une banque d'affaires. C'est surtout beaucoup de banques d'affaires qui ont explosé, qui ont entraîné avec elles les autres banques. Là, c'est véritablement les banques classiques qui tombent. Donc, dans ce graphique, seules les banques publiques américaines apparaissent, et on pourrait y superposer celui des banques européennes, pour obtenir une forme pratiquement similaire, puisque aujourd'hui, cette année, la faillite de toutes ces banques ont dépassé tous les prêteurs des faillites de 2008. Je ne sais pas si vous imaginez, mon cher Cardinal, c'est de la folie furieuse. C'est le New York Post qui nous le dit. Alors, je rappelle, pour ceux qui découvrent cette revue de presse papale, que, étant donné que le journal Le Monde m'a consacré en étant le pape des fake news, mais alors que c'est eux qui donnent des fake news, c'est eux qui sont payés 4 millions de dollars par cet escroc de Bill Gates, eh bien nous les avons pris à leur propre jeu. La lettre, voilà, j'ai la tenue de rechange, la vraie, de François, j'ai l'anneau de Saint-Pierre, voilà, du pêcheur, et bien entendu une croix, une véritable croix qui a appartenu à un prêtre marin. Donc on est raccord avec Saint-Pierre et avec la ville d'Avignon. Alors, je reviens sur le graphique et sur le New York Post, parce que effectivement, cela a entraîné la rupture. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance. C'est terminé. Autant les banques ont réussi depuis 2008-2009 à maquiller leurs comptes, à maquiller leur bilan. Et on a une info comme quoi le Crédit Suisse a bien maquillé son bilan, évidemment. Mais surtout, les politiques les ont aidés à mettre la poussière sous le tapis. Sauf que là, la poussière sous le tapis s'est transformée en volcan. Et là, le volcan a commencé à cracher les banques. Ça vole dans les airs. Voilà, on va voir un volcan en éruption. Ça va être intéressant. Donc je crois qu'il y a plus de 200 banques aux États-Unis qui sont crachées, les petites banques régionales. Elles sont toutes mortes, techniquement. Oui. Techniquement, parce qu'ils ont eu des taux négatifs pendant 15 ans, parce que pendant 15 ans, ils ont imprimé de la fausse monnaie comme des malades, et puis d'un seul coup, donc il y a eu l'hyperinflation, forcément. Nous, on le dit depuis des années, on le dit depuis plus de 10 ans, toute utilisation de fausse monnaie entraîne l'hyperinflation, et toute utilisation de fausse monnaie de manière massive entraîne une guerre. C'est exactement ce qu'on a eu. On l'a dit maintes fois sur la radio ici maintenant, on a annoncé exactement vraiment les détails de ce qui allait se passer. Alors ça prend du temps, certes. La Banque centrale américaine marque une pause dans la hausse des taux. La Banque centrale pourrait toutefois relever ses taux dès la prochaine réunion fin juillet.
L'objectif est de freiner l'inflation. Bien que les hausses de taux soient un outil très efficace pour lutter contre l'inflation, cela provoque un important ralentissement de l'économie. Alors, après la crise d'avril 2023, le gouvernement américain a décidé, parce que maintenant, vous savez, les Américains ont rapatrié chez eux quasiment 1 trilliard ou je ne sais plus combien. C'est-à-dire qu'ils ont retiré l'argent des banques, vraiment physiquement, et ils l'ont installé chez eux sous le matelas. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les banques. Donc du coup, le gouvernement américain a décidé de garantir tous les dépôts, ce qui permet désormais aux banquiers de faire du n'importe quoi. Alors donc on va voir des excès dans tous les sens, et sans jamais vraiment être inquiétés. Alors on va voir même que les banquiers centraux commencent à être corrompus. Et donc je vous donne ici un autre article du New York Times que vous allez voir. Alors c'est vraiment pour vous montrer que la confiance dans les banques est désormais totalement brisée. Et pour preuve, la semaine dernière, la Société Générale nous a appris un vendredi soir à 19h. Comme d'hab. Comme d'hab, oui. Juste avant, voilà, qu'ils vendaient toutes leurs participations dans des banques en Afrique, etc., qui leur apportaient pas grand-chose, des clopinettes. Mais là, la Société Générale est vraiment en train de racler les fonds de tiroir. Et l'une des conséquences, alors vous allez nous donner, c'est justement sur les caisses de retraite. Parce qu'il y a énormément de caisses de retraite, justement, où est-ce qu'elles mettent l'argent ? Dans les banques. Donc, information en date du 27 mars. Plusieurs lecteurs vous ont fait part, très cher Saint-Pierre, que le gestionnaire suédois Alecta est en passe de perdre les 2 milliards de dollars qu'elle avait investis dans la SV Bank et la Signature Bank. Alors, SV Bank, c'est la Silicon Valley Bank. Voilà. Alors, c'est des banques Beverly Hills, Brentwood, enfin, c'est les banques de Richard, attention. Et je ne comprends même pas pourquoi les Suédois mettent l'argent chez les Californiens. Mais enfin, toujours est-il que ceux qui... L'argent des retraites... fonds de pension, à la ruine. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'ils ont effectivement investi plus d'1 milliard dans la Silicon Valley Bank. Et ensuite, ils ont rajouté quasiment 10 milliards de couronnes suédoises dans la First Republic. Alors là, c'est vraiment le tiercé gagnant de toutes les banques qui ont explosé, quoi. Ils ont fait très très fort. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que BlackRock, le patron de BlackRock, pousse Macron, ainsi que tous les présidents des autres pays européens, à ce que l'argent des cotisations retraite aille chez BlackRock et dans les banques américaines. Et bien, vous voyez exactement ce qui nous attend. Encore un banquier donc de banque centrale, s'il vous plaît. Oui, non, mais attention, oui, parce que là, attention, Totalement les banquiers, corrompu. mais là, on a franchi les caps. Là, maintenant, c'est les banquiers centraux qui sont corrompus. Alors là, c'est Peter Casimir, le gouverneur de la Banque centrale de Slovaquie, qui a été arrêté par la police pour donc corruption. Contrairement à Riyad Salamé, qui était le gouverneur de la Banque centrale du Liban. Qui est toujours Il est toujours. Oui, il est toujours. doute de rien. La juge a voulu l'arrêter. Donc elle a débarqué avec la police à la Banque centrale du Liban. Et en fait, il s'est planqué dans un coffre-fort pour pas qu'il le retrouve. Et ça a marché. Et ça a marché. Et là, il est où Il alors ne peut pas sortir de la Banque centrale parce que sinon la justice libanaise de la juge Aoun risque de l'inculper. D'autant qu'il vient de se prendre une deuxième fiche Interpol, puisque maintenant il y a plusieurs pays qui le recherchent. C'est-à-dire qu'il a une notice rouge Interpol. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus sortir. Non seulement il ne peut pas sortir de sa banque centrale, mais il ne peut même plus sortir de son quartier ou du Liban. Ouais, non, mais on en est là aujourd'hui. L'étau se resserre contre une figure de la corruption au Liban. La justice française vient de délivrer un mandat d'arrêt international à l'encontre de Riyad Salamé. Le responsable de 72 ans est soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et le détournement de centaines de millions de dollars de la Banque centrale. Les banques ont volé notre argent au grand jour et ont enfreint toutes les lois. Elles doivent nous rendre notre argent. Depuis 3 ans, les banques ont fait main basse sur les économies des épargnants, limitant drastiquement les retraits au guichet. Vous êtes en train de nous dire qu'une banque centrale est comme un centre de diplomatie, on ne peut pas toucher, on ne peut pas rentrer. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Les banquiers centraux sont au-dessus des lois, ce sont des saints, ils se considèrent comme des saints. On en apprend tous les jours. Ah oui, on en apprend tous les jours. Alors allez-y avec le banquier central Casimir. Oui, Casimir de Slovénie. Le fameux Casimir. Alors, contrairement à Riyad Salamé ou le nouveau gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine, Casimir n'a pas assez arrosé autour de lui, ce qui lui a valu une descente des forces de l'ordre et l'ire de Madame Susanna Kaputova, qui a demandé sa démission. Le gouverneur a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, une amende de 100 000 € Non, mais par le tribunal. Un banquier central qui est condamné à 2 ans de prison.
De sursis. Oui, peu 100 000 importe. euros, c'est peanuts. Il va se balader avec... Par le tribunal, pour avoir reçu une enveloppe de 48 000 euros afin d'aider une compagnie slovaque en proie à un contrôle fiscal alors qu'il était ministre des Finances. Mais le plus fou est que Casimir a été condamné alors qu'il se trouvait au FMI en mission et qu'il est toujours membre du corps qui gouverne l'euro. Voilà, maintenant on a les banquiers centraux corrompus, condamnés par la justice, mais qui sont près de Madame Lagarde et qui définissent la politique de notre monnaie. Improbable. C'est quand même incroyable, quoi. Alors, puisqu'on est dans la corruption, alors ça date du 27 mars. J'avais lu l'interview de Andrij Pichny, nouveau gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine. Oui. Alors écoutez bien, parce que là, c'est... Après que le précédent gouverneur donc, ait été licencié par Zelensky lui-même, alors lui-même, dans les Panama Papers, Zelensky je parle, pour le coup, pour prévarication, vol et détournement de fonds. Banquier central, je sais pas si tu imagines. C'est magnifique. Alors, en Ukraine, on se demande, ils ont fait des stages avec Riyad Salamé peut-être, ils ont été stagiaires au Liban. Alors, le nouveau gouverneur, pour le coup, de la Banque centrale d'Ukraine n'est pas en reste. La première chose qu'il a faite, vous allez le voir là sur la photo, il s'est offert une Rolls-Royce, dernier modèle, plaqué or, qui est un peu la voiture de Picsou. Avec notre argent, on peut imaginer. Oui, parce que vu tous les milliards qu'on leur donne là, effectivement. C'est André Pichny avec sa Rolls-Royce à 400 000 $. Et c'est un signe d'amitié des contribuables américains, parce que c'est un article américain. Et il est le patron de la Banque centrale ukrainienne. Pourtant, l'Ukraine est totalement en faillite, donc ça va de soi, en plus ils sont en guerre. Mais le type, il s'offre une Rolls, plaqué or. C'est rien de nouveau sous le soleil. Vous allez voir la photo, c'est quand même incroyable. Alors, c'est assez pratique quand on tient les manettes de la planche à billets, mais là, c'est fini. Selon son entretien avec le Financial Times, il arrête la planche à billets ukrainienne, car, je cite, ça pose trop de problèmes. Non, vraiment, c'est un article, il dit c'est un remède, la planche à billets, c'est un remède rapide mais trop dangereux. Bah écoute, je l'invite à en parler avec tous ceux qui font de la planche à billets, c'est-à-dire Bank of Japan, la Fed, de toute façon, Biden, Sarkozy, l'euro, bien entendu. Van der Leyen, tout le monde est d'accord pour les soutenir encore, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais en plus, il est préférable de prendre l'argent des citoyens européens, anglais, américains, sans même d'ailleurs leur consentement, évidemment. Et vous pouvez être sûr que la moitié de tous les milliards sont partis dans les poches de tous les responsables ukrainiens, comme le montre l'article ci-dessous. Et je précise, n'oubliez pas, BlackRock et JP Morgan se sont déjà positionnés pour reconstruire l'Ukraine. Encore faut-il qu'ils gagnent la guerre. Et alors, justement, puisqu'on parle de l'Ukraine, alors là, il y a une autre affaire de corruption. Alors là, ça met Joe Biden et Hunter Biden, puisqu'ils sont passés par une banque estonienne pour blanchir l'argent qu'ils ont pris dans une compagnie qui s'appelle Burisma. Et alors ça, c'est un article du 12 juin, vous allez le voir derrière nous. Et au cœur de toutes ces transactions cachant une corruption phénoménale, c'est la Private Bank lettonne. Donc vous voyez, c'était très bien organisé. Et je me souviens, nous, on en avait parlé la première fois que Hunter Biden est apparu dans la revue de presse, c'était en mai 2014. Vous allez voir l'article derrière nous. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces corruptions de banquiers centraux? Parce que ça, c'est quand même... c'est nouveau, de voir... De toute façon, ce qu'on sait déjà, à savoir que nous avons affaire à un écroulement du système financier mondial, en tout cas occidental, ça c'est sûr. C'est un chaos contrôlé pour masquer le vol des peuples. Donc, et pour instaurer, bien entendu, les monnaies numériques. Donc, ça se casse la figure, sauf que là, on voit qu'ils sont en train de se tirer la bourre, parce que Biden, son fils, en guerre littéralement contre Trump, les tribunaux de part et d'autre sont en train d'assaillir les deux. Donc Trump, il est mouillé pour le fait qu'il ait volé des documents classifiés qu'il a entreposés chez lui. Non, c'est même pas, c'est parce que chaque président américain, parce que j'ai suivi le dossier, chaque président américain ouvre, en général, il y a la bibliothèque, par exemple, il y a la bibliothèque Jimmy Carter, il y a la bibliothèque Nixon, il y a la bibliothèque Bush. Et donc, en fait, le président américain a le droit d'emporter, on va dire, des dossiers qui ne sont pas de très haute confidentialité. Et c'est exactement ce qu'a fait Trump, donc pour ouvrir sa propre bibliothèque. Mais en fait, ils lui sont tombés dessus en lui disant de toute façon, c'est assez interdit. Au travers de mes propos, je suis juste en train de dire que les démocrates, Biden, parce que derrière c'est Obama, sont en train d'attaquer les républicains et Trump. Et de l'autre côté, on a les républicains qui attaquent justement Biden.
puisqu'on voit que la CIA, FBI, tout le monde est mouillé dans l'affaire pour avoir couvert Biden et son fils, notamment avec les transactions, l'Ukraine, etc. Alors, justement, puisqu'on parlait, on a commencé cette revue de presse en vous expliquant de la confiance du peuple américain notamment, mais par ricochet également du peuple Pour nous, européen, oui. parce que pour la première fois, toutes les télévisions françaises ont parlé des banques qui ont explosé aux États-Unis, et surtout du Crédit Suisse, quand même la plus vieille banque suisse qui a volé dans les airs. Donc, la confiance étant brisée, tout le monde achète de l'or. Et surtout, quand je dis tout le monde, c'est surtout les premiers, les banquiers centraux achètent de l'or. On vous fera peut-être la liste tout à l'heure. Mais il y a un phénomène intéressant. C'est que il y a 10 ans, 15 ans, pas un seul État américain ne permettait le paiement des impôts avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Eh bien, en ce moment même, il se passe un phénomène absolument extraordinaire. C'est que les États américains, les uns après les autres, en fait, sont en train d'autoriser le paiement en or, taxes, ou vous pouvez même, les gens peuvent même se payer entre eux avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Et voici, vous allez voir ce papier. Alors, ça date du 15 mai 2023, hein, c'est pas si vieux que ça. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Tenez. Donc on a l'Utah, la Louisiane, la Virginie, l'Arizona, le Kansas, l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas, l'Indiana, Missouri, Caroline du Sud et Alaska. Non, c'est quand même... c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça veut dire qu'en fait, quasiment un tiers des États américains, en fait, ils sont en train de passer au standard or. Oui, tout doucement, tout simplement. C'est ce que cela montre. Alors, tiens, je vous donne un exemple. L'Utah a accepté l'or et l'argent comme monnaie le 10 mars 2011, devenant le premier État après 80 années à légaliser ces pièces. Cet acte a ouvert la voie aux autres États américains pour poursuivre une législation donc similaire. Alors, ça a été donc suivi par la Louisiane, donc c'était le deuxième État. La Virginie a accepté à l'unanimité, l'Assemblée nationale de l'État, on va dire, le projet de loi proposait des exemptions fiscales sur l'investissement dans les ventes de lingots ou achats et des pièces de métal. Voilà. Le gouverneur Jim Justice, il s'appelle Justice le mec, ça me rappelle le truc de Pif Gadget, il y avait une BD qui s'appelait le Docteur Justice de mémoire. Donc c'est lui qui a signé le projet de loi qui est entré en vigueur le 1er juillet 2019, donc c'est pas si vieux que ça, ça date de 2023. Au Kansas par exemple c'est 2013, l'Arkansas ils viennent de le voter, l'Oklahoma donc la gouverneure Mary Fallin, elle a signé donc le projet de loi 862 reconnaissant les pièces d'or et d'argent frappées par le Mint comme monnaie légale et exempte de taxes le 4 juin 2014. Donc on voit bien qu'il y a même un mouvement, encouragement. Ouais. C'est même un encouragement, absolument. La Comme en confiance Russie. est brisée. Comme en Russie. Exactement, comme en Russie. Voilà. Les Russes, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Elvira Nabilounova, la gouverneure de la Banque centrale russe, elle aussi a enlevé les taxes parce que l'or était vachement taxé. Et donc, il n'y a plus de taxes en Russie. Et donc, les Russes, évidemment, se sont précipités parce qu'eux aussi préfèrent les pièces d'or et les pièces d'argent. Voilà. On apprend donc aussi que les banques anglaises empêchent les clients de retirer leur argent. C'est nouveau. Ce qui est totalement nouveau. C'est un phénomène vraiment nouveau. En date du 29 mai. Hein. Donc voici le texte qui figure désormais sur le site de la National Westminster Bank. Quel est le montant maximum que je peux retirer dans une agence? Notre objectif principal est de garantir la sécurité de nos clients. Et nos agences respectent attentivement nos processus pour y parvenir. Cela inclut de vous poser des questions sur l'objet de votre retrait d'argent en espèces et dans certains cas de demander une documentation à l'appui comme une facture. Cela nous aide à valider le retrait comme étant authentique et à vous protéger contre la fraude et les escroqueries comme d'habitude. C'est tout un blabla pour empêcher les gens de retirer leur argent. Donc pour les retraits d'argent en espèces entre 5 000 lire et 20 000, on va dire, il est conseillé de nous prévenir 24 heures à l'avance, surtout si vous souhaitez des dénominations spécifiques. Pour les retraits d'argent en espèces de plus de 20 000 lire, nous avons besoin d'un préavis de 3 jours ouvrables. Il se peut également qu'on vous demande certaines photos, pièces d'identité, etc. et de documents X ou Y. Alors voilà, ça c'est très intéressant parce que nous, la première fois que j'ai vu ça en France, c'était en décembre 2007. Et c'était à la BNP. Donc cela prouve bien qu'il y a un stress, un méga stress, qui touche effectivement maintenant les banques anglaises et les américaines, parce que l'américaine aussi, elle commence à mettre des affiches pour retirer, il y a des limites pour retirer votre argent. Mais vous voyez, il y a un écart de 15 quasiment 16 années entre les banques européennes et les banques américaines et anglaises de la City. La banque UBS a finalisé le rachat du Crédit Suisse et va pouvoir lancer le grand chantier de l'intégration de son ancienne concurrente. Le 19 mars dernier, UBS avait accepté, sous la pression des autorités,
de racheter le Crédit Suisse alors au bord de la faillite pour l'équivalent de 3 milliards d'euros. Une opération qui suscite des interrogations, l'État fédéral et la Banque centrale ayant offert des garanties pour des montants jugés considérables. Inquiétude également pour les quelques 120 000 salariés, des milliers d'emplois risquent d'être supprimés. Alors, cela a à voir avec la rupture de la confiance dont on a parlé tout à l'heure, puisque les gens n'ayant plus confiance dans les banques, eu égard à l'explosion du Crédit Suisse, de la Silicon Valley Bank, Signature, First Republic et tout, la liste qu'on a faite tout à l'heure, eh bien les gens veulent retirer leur argent. Et donc ça, c'est un phénomène nouveau. Pour et limiter donc, le bank run. exactement. Et donc, les banques anglaises font exactement la même chose que les banques françaises il y a 15 ans, c'est-à-dire empêcher les gens de retirer en les obligeant à donner 2 pièces d'identité, fournir leur carnet de vaccination, un thème astral, et que sais-je encore. Alors, justement, puisqu'on parle des banques pourries, parlons de la N26. La N26 est la banque la plus pourrie qui puisse exister avec Orange Bank et la banque postale. Alors, mais je vous donne une preuve supplémentaire comme quoi il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Allianz, Allianz, le grand assureur allemand, Oui. il n'est pas alsacien, il est allemand, donc ISO 9000, précisons-le. L'assureur allemand commence à sentir le roussi avec la banque N26, dans laquelle elle avait pris 5% du capital, et elle a demandé à des intervenants externes de lui trouver un acheteur pour ses actions, même à un prix totalement discount. Autrement dit, débarrassez-moi de cette bip, même au dixième du prix, on n'en veut plus. Allianz est prêt à perdre des dizaines de millions pourvu qu'un pigeon se manifeste. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas le Cardinal Fenn, c'est le Financial Times, l'Observatore Romano de la finance mondiale. On est bien d'accord. L'Observatore Romano étant le journal officiel, le quotidien du Vatican. Donc le Financial Times écrit que la banque a perdu pratiquement 70% de sa valeur. Voilà, 70%. N26 est une banque en faillite, ce sont des gros voleurs. Ils ne cessent de demander des justificatifs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un montant supérieur, et les gens veulent retirer de l'argent, veuillez prouver que c'est bien vous, ou veuillez prouver la provenance de l'argent. Enfin, tout est fait pour les empêcher de retirer. Alors, ils ont appelé un conseiller pour vendre leur part dans la N26, qui était évaluée à 3 milliards. 3 milliards de dollars. Et c'est un discount quasiment de 70% par rapport à ce qu'ils avaient mis, c'est-à-dire 9 milliards. 70%. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à perdre 70% de ce qu'ils ont mis dans la N26, pourvu qu'un crétin se manifeste pour sauver les acheter meubles. voilà. Donc, avis à tous ceux qui ont un compte. Si vous connaissez des gens qui ont un compte à la N26, partez vite, sinon vous allez y laisser des plumes. Alors pour bien s'apercevoir du transfert de richesses, au cas où on en douterait encore, 33% des Français donc, sont en danger financier en date du 5 juin. Alors forcément l'hyperinflation, la fermeture des commerces, disparition des agences, le télétravail, etc. La crise Covid a énormément joué sur l'affaire, ont entraîné une crise économique sans précédent en France, ce qui fait qu'un Français sur 3 vit avec 100 € à partir du 10 de mois. Attends, un Français sur 3. Ça fait combien? Ça fait 20, 22 millions de personnes? Sur 60, on est quasiment 70 millions là, je crois. Oui, enfin bon, grosso modo, la louche. Donc ce résultat ont été obtenus grâce à un échantillon national représentatif de 1500 Français mettant en lumière les conséquences réelles, relevant donc non pas de l'irrationnel, mais bien de l'ampleur des dégradations dues à l'inflation sur le niveau de vie des citoyens, qu'elles soient physiques mais aussi psychiques. Donc en traduction, c'est ça, 20 millions de Français sont en danger de clochardisation évoluée, dans le sens où ils ont un domicile, mais dans lequel ils n'arrivent plus à se nourrir, ce qui est carrément tragique. Non mais c'est très très grave, franchement c'est très très grave, mais c'est la France de Macron, mais c'est pas que la France de Macron, on peut pas tout mettre sur le dos de Macron. François Hollande et Nicolas Sarkozy portent une très très lourde responsabilité dans cette affaire. Alors quand on traverse l'Atlantique, qu'est-ce qu'il en est ? On a 10% des Américains possèdent 90% des actions de Wall Street. Oui, on voit bien la destruction des classes moyennes aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Donc là, on a, vous pouvez voir en date du 1er mai la carte mondiale des salaires minimums. Donc, ça, c'est très intéressant. Établie par le ministère du Travail américain, il montre bien que l'Union européenne et surtout la zone euro est une immense arnaque pour les classes moyennes, sans même parler des pauvres qui sont payés précisément au SMIC. Forcément, de l'autre côté, on a qu'en date du 24 avril, jamais Porsche n'a vendu autant de voitures. Alors ça c'est intéressant parce que ça confirme une information que j'avais donnée avec Olivier Pichon sur la revue de presse sur TV Liberté. Porsche donc a publié une hausse des ventes de 18% pour le premier trimestre, ce qui est complètement énorme. 21 365 voitures, rien qu'en Chine. Donc là on voit.
obtenu grâce à une demande qui a littéralement explosé après les confinements. C'est-à-dire qu'en fait, les riches, entre guillemets, les très très riches et les ultra riches, pendant les confinements, ils ne pouvaient pas sortir, ils n'ont rien dépensé. Donc ils se sont dit, bah, tout ce qu'ils n'ont pas dépensé, ils l'ont mis dans les Ferrari, ils l'ont mis dans les Porsche, ils l'ont mis dans les Bentley, etc. Tous les faiseurs de voitures d'ultra luxe, ouais. voilà, Maserati, Ouais, ils ont Lamborghini, etc., Rolls, bien entendu, ont battu leur record de vente. C'est du jamais vu. Non, mais c'est tout à fait incroyable. Et en même temps, on voit bien la paupérisation du reste de la population. C'est très intéressant. Et en même temps, ça confirme ce que disait Davos, c'est-à-dire que les ultra-riches auront tout, et 80% de la population n'aura rien. Vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien, vous serez très heureux. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Bon, c'est là donc, là, ça confirme l'information du 24 avril. Le incroyable. nombre de milliardaires a vraiment explosé. Pratiquement la moitié des richesses du monde vont vers les États-Unis grâce à la fausse monnaie émise par la Fed et le Japon depuis 50 ans. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on rejoint ce que disait Jacques Attali lors de l'une de ses conférences. Et il mentionnait que demain, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. Il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en être. Oui, c'est très intéressant, j'ai vu cette vidéo, absolument. Donc, les ultra-riches, ouais, allez-y. les ultra-riches, on aura une classe qui ne sera pas tout à fait une classe bourgeoise, qui aura l'occasion de participer au système et de continuer à vivre au système, mais qui sera dans le désir, oui, voilà, dans un désir exacerbé de vouloir devenir un multimilliardaire, sauf qu'ils n'y arriveront jamais. Et on aura la troisième, les gens qui ne seront rien, les très grande sans-dents. majorité, les sans-dents, oui. Exactement, qui seront limite en train d'être ballottés en fonction des endroits où on fait appel à eux, où ils seront en train de remplir des boulots sans aucun intérêt. Et cette déclaration d'Attali est d'autant plus intéressante parce qu'elle confirme celle de Davos qui est récente. Oui, bien Mais évidemment. cette déclaration ça va d'Attali, dans le me même sens. semble-t-il, elle est plus ancienne, elle est vieille de 10 ou 12 ans, non? Non, peut-être pas autant, mais... Peut-être pas autant, mais enfin bon, toujours il y a un est-il petit que... moment, ouais. Effectivement, et on le voit bien, par exemple, ils vont à Davos ou dans les trucs d'écologie, il faut sauver la planète, etc. Les mecs, ils vont tous avec leurs avions privés, et ce sont les mêmes gens qui nous expliquent à nous que nous, on devra se déplacer en vélo électrique, quoi. Et qu'on Bien doit évidemment. abandonner notre voiture, toutes les voitures, diesel, machin, etc. Qu'on est tous descendants et tutti quanti. Moi, en fait, ce qui est incroyable, c'est que on sent qu'il y a une sorte de révolution qui approche. Alors, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mon cher cardinal. On peut l'apercevoir comme ça, cette révolution, dans le sens où, encore une fois, puisqu'on est en train de vouloir maquiller le vol des peuples, Oui. cette révolution, elle est en train de se faire, là, par exemple, en France, si on peut l'appeler comme ça, parce que les gens manifestent par rapport à l'augmentation du taux de la vie, on a la réforme des retraites, les gens manifestent, les syndicats, etc. Mais suite à cela, rajouter un crash économique, comme d'ailleurs, encore une fois, Jacques Attali nous a dit que mi-juillet, ça allait être censé arriver. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Macron parle des fameux 100 jours, parce qu'on arrive à la même date. Donc, mi-juillet, qu'est-ce qui se passera? Mais un effondrement... Éventuellement. Éventuellement, on n'est peut-être pas à quelques jours près, mais un effondrement, un collapse économique viendrait faire en sorte que les gens seraient dans une peur totale, potentiellement. Imaginons qu'on Comme en Grèce, ce qui s'est passé en Grèce en 2009. du jour au lendemain, bien sûr. avec derrière, forcément, la menace de la guerre avec l'Ukraine, puisqu'il y a une augmentation de l'armement de toutes les parties et les tensions qui n'arrêtent pas, bien évidemment. Sans compter un regain d'un foyer qui était jusque-là entre le Kosovo et la Serbie. Il y a à nouveau là, des tensions qui ont lieu dans cet endroit du monde. Donc non seulement on a un conflit qui est là présent avec l'Ukraine, on en a un deuxième avec potentiellement Taïwan, et puis de l'autre côté on a le Kosovo où il y a une nouvelle flambée qui a lieu en ce moment.
Donc, et tout est fait. Là, on a Defender 23. Non, mais les Américains sont des fauteurs de guerre. Ils veulent la guerre. Vous le savez très bien. Combien de fois on l'avait dit ensemble, notamment dans nos revues de presse, tout pays en guerre, en fait, n'est pas obligé de rembourser ses dettes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les États-Unis ont 41 trilliards, ou je ne sais pas combien, bon, peu importe, plus de 40 trilliards de dettes qu'ils ne rembourseront jamais. Donc, ils ont intérêt à gagner du temps et surtout à déclencher des guerres. Encore une fois, Hitler a la revanche de la planche à billets pour masquer le vol des peuples. Exactement, le vol des peuples. Et de l'autre côté, tout cet argent, parce qu'on nous demande un effort de guerre en lien avec l'Ukraine, tout cet argent, bien entendu, va ne faire que profiter au complexe militaro-industriel. Parce qu'il est clair que les avions, les tanks que Macron a souhaité relancer toute l'industrie de l'armement, jamais on en verra la fin. Et jamais cela ne servira dans la guerre. Je ne pense pas que la Russie attendra un an de plus avant d'avoir à réagir par rapport à ces tensions qui ne font qu'augmenter. Donc forcément que l'industrie de l'armement est en train de bénéficier de... Américain majoritairement. Oui, oui. Complexe militaro-industriel. Je m'arrête là, je le définis comme tel. Justement, je vais rebondir sur vos propos à propos de Jacques Attali qui a annoncé une crise pour cet été. Alors, première chose, ce que je vois, et j'ai toujours vu dans ma revue de presse, c'est-à-dire qu'en été, donc entre juillet et fin août, c'est là où la grande majorité de la population mondiale, européenne, américaine, prend ses vacances. Donc ce sont des centaines de millions de gens qui ont mis des milliards, des trilliards de côté pour leurs vacances. Et à partir du moment où la grande migration commence, je pense notamment à tout le nord de l'Europe, Norvège, Allemagne, Angleterre, ils vont vers le soleil, c'est-à-dire la Grèce. Ce sont des trilliards d'euros, de dollars, etc., qui passent des banques du nord, des pays riches, on va dire, aux pays moins riches du sud. Donc l'Espagne, la Grèce, etc. Et c'est ça qui pose un problème. Et c'est pour ça qu'on a vu des problèmes chaque été. C'était le cas l'année dernière. C'était le cas chaque fois au mois d'août, juillet, août. C'était les banques qui tremblaient parce que d'un seul coup, tout l'argent qu'elles avaient sur leur compte partait dans une banque du Sud. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau. Et là, je vous invite à vraiment écouter. Alors, je vous donne par exemple, c'est une signature, hein, c'est amusant, 666. Vous connaissez bien, hein, vous connaissez mon livre sur le sujet, 666, la vengeance de la planche à billets, etc. Eh bien, regardez bien, ça date du 12 avril 2023, donc c'est tout récent. Blackstone bloque les retraites des clients paniqués à 666 millions de dollars. Ils ont signé, on dit, allez vous faire voir. 666, une de baba. La firme Blackstone, donc qui est un spin-off en fait de BlackRock, précisons, qui a passé ces 20 dernières années à casser, construire, reconstruire, blabla, à investir dans des véhicules financiers qui ont racheté des immeubles, des bureaux, des appartements, des HLM, des villas de luxe en passant par les studios de cinéma ou d'étudiants, dans le monde entier, se retrouve coincé à cause de la faillite des banques américaines. Mais pas que. Son véhicule d'investissement immobilier, écoutez bien, donc ça ne concerne que les bureaux, tout ce qui est commerce, bureaux, etc., qui s'appelle Breit, B-R-E-I-T, qui gère 70 milliards de dollars en valeur immobilière. 70 milliards. Dans laquelle des milliers d'entreprises et particuliers ont investi, bien entendu, a un souci pendant la crise bancaire du mois d'avril et du mois de mai. Et à cause du Crédit Suisse, les investisseurs ont demandé la restitution immédiate de 4,5 milliards de dollars suite à la panique bancaire et les divers appels de marge, évidemment. Qu'a fait Blackstone ? Comme Cerberus en 2008, et je me souviens de l'avoir chroniqué avec vous en direct à l'antenne, il a interdit à ses très riches clients de reprendre leur argent, et ceci pendant 5 mois. Et ça, c'est un véritable bank run, mais c'est un bank run qui concerne que les ultra-riches. Donc quand les ultra-riches commencent à paniquer, c'est pas bon signe. Mais les gens de Blackstone sont encore plus cyniques. Ils ont un peu de lettres et un peu d'humour, et ils ont fait un joli bras d'honneur à leurs clients, en ne permettant que 15% des retraites de leurs investissements, avec une somme précise limitée à 666 millions de dollars. Et pour tout le monde. Ce qui ne l'a pas empêché de lever 30 milliards de plus pour un autre programme, donc la semaine dernière. Voilà. Alors, il se passe quelque chose en ce moment même. La faillite... est imminente. Alors, non. C'est-à-dire qu'ils nous ont confinés. Donc, ils ont forcé le télétravail pendant 2 ans. Et les entreprises ont découvert qu'en fait, elles avaient peut-être plus besoin de 2000 m² de bureaux et que 200 mètres vont peut-être suffire. Donc ils ont dit, nous, le loyer à 2000 m², on arrête et on prend 200, voire 100. Et donc du coup, ce sont des centaines de milliards de loyers qui ne rentrent plus,
qui ne rentrent plus dans tout ce qui est immobilier commercial. Et c'est ça qui va déclencher une méga crise bancaire qui a déjà commencé là. Elle a commencé là, ce 12 avril, avec ce 666, et qui n'ira qu'en s'accentuant jusqu'à l'année prochaine, où vous verrez des banques et d'autres sociétés comme Blackstone, etc., qui exploseront littéralement parce que les banques ne leur prêteront pas d'argent, évidemment, et ça va de soi. Donc faites très attention à ça. Il y aura une crise immobilière de commerce, de bureaux, qui sera pire que celle qu'on a vécue en 2007 et en 2008. Et d'ailleurs, justement, à propos du Crédit Suisse, là, je vous propose de voir une vidéo d'un animateur radio suisse que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est vraiment drôle et vraiment superbement féroce, d'un garçon qui s'appelle Thomas Wiesel. Sur la radio nationale suisse. Donc, à ne pas rater, justement, on va vous passer un petit extrait. Bonjour à tous. De quoi vous nous parlez, Thomas ? Cette semaine, le monde entier a les yeux rivés sur la Suisse. Et c'est pas pour nous féliciter du magnifique record de Marco Odermatt, mais pour savoir si une de nos grosses banques va se péter la gueule. Youpi, c'est reparti, ça faisait longtemps. Comme d'hab, tout part des États-Unis où la Silicon Valley Bank a fait faillite parce qu'ils n'avaient pas anticipé une hausse des taux d'intérêt. Il n'y a que deux options possibles, ça peut monter ou descendre, mais une des deux les a pris par surprise, donc ça monte le niveau. Une autre banque américaine a suivi et du coup c'est un peu la panique sur les marchés avec des experts qui se relaient pour dire qu'il ne faut pas paniquer. Comme il le souligne, ils avaient le choix entre un taux qui monte et un taux qui baisse. Et malgré ça, les lumières, les bacs plus 20 du Crédit Suisse, de la Silicon Valley Bank, etc. n'ont pas su anticiper le mouvement. Alors que nous, franchement, depuis le temps, franchement, on aurait été, on aurait été Premier ministre, ministre des Finances, dès 2008 en France, on aurait sauvé le pays. J'aurais nationalisé d'office toutes les banques, déjà. Voilà, exactement. Alors tiens, puisque nous sommes en Suisse, et puisque nous sommes en Avignon, et que vous êtes le cardinal Fent et que je suis le pape des fake news, Alpha et Oméga, ça c'est quelque chose qui vous parle, c'est dans l'Apocalypse de Jean, n'est-ce pas ? Dans le livre notamment 777. Et donc, en étant le pape des fake news, il était logique que j'ai une montre Oméga. Alors c'est la Swatch, c'est la petite Swatch Mercury. Donc je suis raccord, voilà, on est vraiment raccord. Et bien justement, tout part en vrille, même la marque de montre Oméga. En date du 12 juin, c'est vraiment la fin des temps, si j'ose dire. Des maîtres horlogers de la vénérable maison d'Oméga, ont fabriqué une fausse montre avec des vraies pièces pour faire croire qu'il s'agissait d'une Speedmaster de 1957. C'est énorme. Cela a évidemment trompé les experts et la montre a été adjugée par la maison spécialisée Philips pour 3 millions de francs suisses. Incroyable, même les Suisses deviennent des truands. Dieu suisse, merci. La maison Oméga s'est rendue compte de la supercherie venant des employés du musée Oméga et a publié un communiqué officiel sur cette montre qui a été qualifiée de Frankenstein, rien que ça. Le stratagème a été au grand détriment d'Oméga, a déclaré le PDG Reinhard Eichlimann au journal suisse NZZ. Un porte-parole d'Oméga a déclaré que la société ne sait pas encore qui a mis la montre aux enchères chez Philips. Et c'est Bloomberg qui nous en informe. Oui, non mais c'est quand même incroyable. Alors, saluons la maison Oméga qui a reconnu que ses employés, des rogue employees, comme diraient nos amis anglo-saxons, ont truandé effectivement une montre et ils se sont mis 3 millions de dollars dans la poche en fabriquant une fausse montre, une vraie fausse montre c'est comme les vrais faux passeports de Charles Pasqua. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était quand même assez drôle. Alors justement, puisque nous sommes toujours en Suisse, le Crédit Suisse a bidonné ses bilans. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette, ils sont dans cette situation depuis 2006. Depuis 2006, rien n'a été réglé. Je l'ai toujours dit, vous êtes le témoin. Maquillage. Maquillage total depuis 2008. Et eux, c'est depuis 2006 que les bilans ont été trafiqués avec la complicité des commissaires aux comptes. Rappelez-vous de Enron, par exemple, Arthur Andersen, Toshiba, FTX, Madoff, Lehman Brothers, Barclays Bank et des milliers d'autres. Et le Crédit Suisse n'a pas échappé à la règle. Dès 2015, les comptables ont commencé à lever leur drapeau rouge, mais vu la taille de la banque, donc too big to fail, comme on dit, systémique, qui plus est, tout le monde a fini, et surtout les hommes politiques suisses, ils ont fermé les yeux. Et également la Banque nationale suisse. Bien sûr. Donc ils n'ont fait que repousser, et finalement, c'est ce que je vous ai toujours dit, ils ne font que repousser, et finalement, à un moment donné, ils ne peuvent pas. La banque vole dans les airs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le Crédit Suisse. Et c'est ce qui va se passer
pour les autres. Donc ça date du 15 mai. Voilà, donc vous allez sur jovanovic.com, vous avez un onglet qui s'appelle Archives, et vous allez retrouver donc les archives, vous pouvez retrouver tous ces articles. Mais il m'avait semblé que le gouvernement suisse avait dit que c'était pas normal qu'il sauve le Crédit Suisse et que ça soit les Suisses qui payent. Ouais, mais il y a eu toute une guerre interne, parce que au sein du gouvernement suisse, il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, évidemment. Mais de toute façon, là, il y aura 35 000 mecs qui vont être virés d'office. UBS, qui était une banque plus ou moins en faillite, qui récupère le Crédit Suisse qui était en faillite, donc ça donne pas forcément une grande banque. D'ailleurs, le CDS de Blight Masters, les crédits défaut swap, le prix des crédits défaut swap de l'UBS nous montre que le monde de la finance n'a pas du tout confiance en l'UBS. D'accord. Idriss Aberkan a repris mes propos sur les traders. Il a dit que c'était la loi Jovanovic. Et bon, fondamentalement, il a raison. Selon Idriss Aberkan, c'est ce que j'ai toujours dit, tu le sais, c'est une banque ne peut pas tromper ses propres traders. Donc les traders de l'UBS, c'est grâce à eux, le cours de l'UBS et surtout les CDS de l'UBS vont donner le tempo. Et je pense qu'à terme, l'UBS va voler dans les airs. Ou alors, la Banque nationale suisse va littéralement nationaliser l'UBS. Tout simplement, je ne vois que ça. Mais ce sont toujours les pauvres qui vont payer. Et les pauvres Suisses, là je m'adresse à nos... Mais les Français ont payé ça en 2009, grâce à Sarkozy qui a sauvé les banques, je le précise. Et donc, puisque nous sommes toujours en Suisse, alors je vais vous donner 2 informations. La première, c'est du 27 mars 2023. Chaque lecteur suisse va payer, donc j'en ai déjà parlé, 13 500 francs suisses pour que les criminels qui dirigent la Banque nationale suisse, qui ont décidé effectivement de sauver, enfin plutôt de fusionner le Crédit Suisse. Mais vous devez savoir que vous avez déjà payé en toute discrétion 20 000 francs par tête de pipe, par habitant, en 2008, pour sauver le Crédit Suisse et la UBS, donc les deux. Encore. Ce que la dépêche Bloomberg ne dit pas. Ce qui veut dire, chers lecteurs suisses, que vous avez payé donc 33 500 francs suisses pour sauver ces bandes d'escrocs. À 2 reprises, les mêmes. À 2 reprises, voilà, les mêmes, et au total, par habitant. Non mais c'est de la folie. Les banquiers ont pris le pouvoir, ils ont pris le contrôle des politiques. Là, c'est vraiment... Et pour vous montrer à quel point les banquiers suisses sont des voleurs, le Crédit Suisse a été condamné par un tribunal de Singapour à rendre 1 milliard de dollars à Bidzina Ivanchvili, un homme d'affaires, comme son nom l'indique, géorgien, donc c'est une ex-république russe, pour avoir mal géré sa fortune. Il se trouve que cet homme a également été Premier ministre de Géorgie pendant 2 ans, de 2012 à 2013, mais la fortune que la banque a détruite avait été placée pendant 7 ans au Crédit Suisse. Et donc, profitant de cet argent, le chargé de compte, alors j'adore les chargés de compte, que ce soit au Crédit Agricole, BNP, etc. Mais là, c'est au Crédit Suisse, Patrice Lescaudron, chargé de compte, il a siphonné le compte en toute discrétion, en fabriquant des faux documents et des fausses signatures. Ce banquier a eu le bon goût de mettre fin à ses jours, après que tout eût été découvert, non seulement par la banque, mais également par la justice. Donc, le Crédit Suisse sait parfaitement que leur employé, leur collaborateur, a volé la fortune de cet homme. Eh bien, tenez-vous bien, ils ont refusé de le rembourser. D'où le procès. D'où le procès. Sauf que le Crédit Suisse a refusé d'assumer ses responsabilités, évidemment, et n'a cessé de gagner du temps en repoussant les jugements et en faisant appel à chaque fois. Donc le Crédit Suisse, en fait ils se sont dit, on va jouer le temps, peut-être qu'entre-temps, le mec va mourir. Non mais, bande d'escrocs. Mais vraiment, ce sont des escrocs, c'est incroyable. Moi, ce que je trouve Crédit Suisse, remarquable, mais vous êtes des enfoirés de première, quoi. C'est que, pour le coup, incroyable. La réputation des banquiers suisses, mais alors là... Alors moi, j'ai régulièrement des lecteurs, qui me demandent, oui, dans quelle banque suisse faut-il aller Je dis, écoutez, il y a la banque Oettinger, la banque Pictet, mais tout ça, c'est la banque Julius Baer, tout ça, bon, c'est des grandes banques privées, c'est bien connu, mais le ticket d'entrée... oui, ou la Rothschild, mais, mais le ticket d'entrée, il est de 500 000 € ou 1 million dès le départ, il n'y a pas moins. C'est intéressant. Je ne parle même pas de l'UBS ou du Crédit Suisse. Ce sont des voleurs. Là, on vient de vous montrer... Et tu te souviens, on avait donné une interview à la radio, une information à la radio. Alors, je ne sais plus si c'était Crédit Agricole ou Société Générale. Des gens qui avaient un coffre
dans lequel ils avaient mis des biens, des colliers en or, des lingots, etc. Et qui, un jour, vont récupérer leurs affaires et le coffre était vide. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me souviens très bien, oui. Je le retrouverai dans la haute presse parce que j'ai les archives. Alors, tiens, justement, pour clore ce sujet, justement, puisqu'on est dans les crédits, les Suisses devenus des voleurs, à vous l'honneur, mon cher cardinal Fent, ISO 9000 de Munich. Une information supplémentaire, finalement. On ne peut pas les inventer, tout ça. Existe-t-il quelqu'un de plus cupide qu'un banquier suisse? Oui. Plus cupide et plus voleur. En date du 3 avril, manifestement non, les divers scandales qui ont émaillé les relations diplomatiques entre la Suisse et les États-Unis à propos des comptes numérotés et autres détournements n'ont manifestement pas suffi à Ivo Betstiger, Bernard Lampert, Peter Rueg, Rodrigue Sage, Rolf Schenelmann et Daniel Walschli. On les salue. Bénédiction. Cadre exécutif de la petite banque familiale IAG, basée à Zurich. Ou alors ils ont vécu dans un coffre-fort baptisé Platon, vendu par l'UBS. Ah, le Bref, fameux coffre-fort de Platon, tout le monde connaît. Hein, cette banque de banquiers a reconnu avoir encouragé et aidé des citoyens américains à déménager leurs millions dans leur banque en Suisse, et cela afin d'échapper aux impôts américains, Bien sûr. et cela entre 2008 et 2014. Alors, pour avoir ramené 60 millions de dollars à Zurich, ces banquiers suisses-allemands risquent de passer 2 à 3 ans dans une prison américaine des plus désagréables. Tout ça pour avoir un bonus amélioré. Donc là, on a le dossier officiel en PDF qui mérite d'être lu pour découvrir la solution Singapour et la porte de Hong Kong. On dirait des salons de massage. Non, mais, oui, c'est ça, oui. C'est tout au doigt de fée. Donc poursuivi par la justice américaine, là, pour le Non, coup. mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, bah, les Américains, ils sont pas en reste. Hein. Là, par exemple, la banque Charles Schwab, elle a volé ses clients. Elle a volé ses clients pour se sauver elle-même. La banque, majoritairement classe moyenne, a toujours été plus ou moins prudente et bénéficie de toutes les protections du gouvernement américain. Mais on a découvert qu'elle avait volé les clients entre 2020 et 2023 avec des commissions bidons. Ah, ça, c'est la grande spécialité des banques françaises, hein. Société Générale, BNP, Crédit Agricole, etc., CIC, Crédit Mutuel, avec des commissions bidons. Et donc, Schwab a été obligé de payer 200 millions d'amende à la justice américaine pour enterrer le dossier et surtout rembourser les clients. Vous allez voir la photo. Bref. Rien à voir avec la famille de Klaus? Non, rien à voir. Mais non, rien à voir. Ouais, Schwab, c'est assez, Oui, c'est assez connu. Hein. ouais, c'est comme les Martin Martin en français. C'est comme les Martin. Ouais, bref, comme vous le voyez, très chers téléspectateurs, bénédiction sur vous. Bénédiction sur vous, mon cher cardinal. Et vous, très cher Saint-Père. Bénédiction sur moi-même. Voilà, je ne sais pas si Saint-Pierre peut se... Voilà, c'est plutôt à vous de me bénir, hein, ma sainte lumière. Donc, la confiance est rompue. C'est ce qu'on voit. C'est à force de toutes ces affaires qui sortent, tout ce qu'on voit, c'est que... Alors évidemment, ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sur les banques, mais ceux qui ont des pépettes sur leur banque, qui ont 100 000, 200 000, 1 million, etc. Ils sont plus à l'abri de se faire arnaquer. Là, ils comprennent qu'ils ne sont pas... que vraiment, c'est extrêmement risqué d'avoir un compte en banque. Voilà. Et la confiance étant rompue, tout le monde commence cette fois à douter de tout, et particulièrement des banques moyennes régionales, surtout celles qui arnaquent leurs clients avec des conseils bidons à suivre de très près. Et donc, c'est un dossier du gendarme américain, la SEC. Voilà. Alors, justement, mon cher cardinal, puisqu'on parle du Crédit Suisse, nous allons parler de Blight Masters. La célèbre Blight Masters. Il y a une interview qui a été faite. Alors, justement, j'avais annoncé il y a grosso modo 8 ans, chez Max Kaiser, en anglais, j'avais dit que lorsqu'elle a été virée de la JP Morgan, elle sera sauvée par des banques européennes. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé. 6 mois plus tard, elle a été embauchée par la banque espagnole Santander. Et ensuite, elle a été embauchée au conseil d'administration, attention, du Crédit Suisse, qui a volé dans les airs, justement. Où qu'elle passe, les banques meurent. Où qu'elle passe, les banques trépassent. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai, parce qu'elle était à la JP Morgan, et la JP Morgan est une des banques les plus sûres, entre guillemets, aujourd'hui aux États-Unis. Elle maquille très bien. Non, mais elle maquille très bien. On peut dire ça comme ça, oui, si on veut. Et donc, sachant que Blight a inventé les crédits défaut swap, sachez que, alors c'est là où c'est extraordinaire, les contrats d'assurance d'impayés, donc les fameux CDS de Blight et de la JP Morgan, et sur lesquels j'avais écrit tout un livre, hein. Non mais attends, j'étais visionnaire pour le coup là, sur cette affaire, qui ont été engagés sur le Crédit Suisse, donc les gens qui ont acheté des CDS pour se garantir d'un défaut de paiement du Crédit Suisse, donc voilà, c'est une assurance contre l'impayé, ils ne seront pas déclenchés.
Amen. Ils sont mourus. C'est-à-dire, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Non seulement ils ont perdu l'argent qu'ils ont investi dans le Crédit Suisse, donc les différentes actions, les différentes classes d'actions, mais en plus, ils ne seront pas remboursés. Donc, ils ont payé 2 fois pour rien. Telle a été la décision des instances dirigeantes interbancaires. Des milliards de dollars qui s'évanouissent en fumée. Et c'est Bloomberg qui nous le donne et ça date du 22 mai. Donc, c'est vraiment tout récent. En parvenant à sa décision plus rapidement que prévu, écoutez bien, là c'est un peu technique, mais vous allez comprendre. Le comité a considéré que les titres AT1 étaient en fait subordonnés aux obligations sous-jacentes au swap. Bon, on comprend rien, mais grosso modo, tu t'es fait niquer. En traduction, là c'est totalement sûr. Avec les swaps sur le Crédit Suisse liés à la dette subordonnée en hausse à la suite de la reprise par UBS, le commerce ressemblait à un pari exotique qui aurait pu débloquer d'énormes gains. Traduction, le Crédit Suisse n'a pas fait faillite et donc il n'y a pas à payer selon Bloomberg. Donc les mecs, ils ont réussi à me dire que le Crédit Suisse n'était pas en faillite. Non mais c'est quand même incroyable. Tout ça pour arnaquer tous les mecs qui ont pris des CDS. Non mais c'est invraisemblable. Bonjour Blightmaster, ça c'est génial. Mais les mecs, ils ont dû la maudire quoi. C'est quand même invraisemblable. Elle est douée, hein. Ah, non, mais... C'est une bonne cavalière. Oui. Ah oui, en plus c'est le fait du jumping. Donc, elle sait sauter, oui. Elle sait sauter, ouais, c'est ça. It was really scary when I first started doing it. I was about 10. Now it's an easy skill that I can just let me go run and do a backflip with my jump rope. Et alors, puisqu'on parle de Blythe, tiens. Alors, puisqu'on parle de Blythe, à vous l'honneur, parce qu'on va voir un petit extrême, mais c'est très intéressant, parce que, attends, Blythe, elle n'est pas idiote non plus. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. What we're seeing today is more of a liquidity crisis that has been triggered by the sharp and probably sharper than expected rise in interest rates. The fintech space is pretty resilient to the kind of volatility and uncertainty that has impacted the financial services space. The risk of a severe hard landing is diminishing relative to where we were maybe 6 or 9 months ago. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réunion, alors on va peut-être voir la photo, c'est-à-dire que Blythe a démissionné, genre 3 jours, 4 jours avant que le Crédit Suisse fusionne avec l'UBS. Là, ils sont tous partis. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi ils l'ont appelé. Je veux dire, ils auraient dû nommer Blythe Masters PDG de la... Parce qu'au moins, elle aurait pu rétablir la banque, quoi. Ça c'est sûr. Mais elle n'avait pas le pouvoir. Interviewé par Bloomberg en date du 12 juin, David Rubinstein, l'intervieweur poids lourd de Bloomberg, a donné la parole à Blythe Masters, qui pourtant n'a pas déplacé les foules, à tort, avec seulement 32 000 vues, en tout cas à cette période-là, ce qui pour le monde anglo-saxon n'est pas grand-chose. Ah non, une interview en anglais de Blythe et de Bloomberg. Oui, c'est l'équivalent de 3 000 vues sur une interview avec les au moins Échos, 300 000 vues, quoi. Donc Blythe n'attire pas les foules, et Bloomberg non plus, c'est ça qui est intéressant. Oui, comme si on ne savait pas qui elle était. Non mais c'est très curieux. En fait, Bloomberg n'a pas le poids qu'on lui attribue. Oui, d'accord, ok. C'est plutôt comme ça que je le verrais. Alors, elle nous donne plusieurs informations, donc 2 importantes. La première, grâce aux applications bancaires téléphoniques que les banques ont poussées, c'est ces dernières qui ont entraîné la faillite soudaine des banques comme Signature ou Silicon Valley avec des virements en sortie de 42 milliards de dollars. Deuxième info qu'elle nous donne, l'usage du liquide ne disparaîtra pas dans les pays où il n'existe pas. Ou peu de filets de sauvetage sociaux. Non mais c'est incroyable. Mais elle a raison. Exactement, elle a raison. Elle est en train de nous dire que Davos et tous les autres ont beau essayer de supprimer l'usage du liquide, Blythe Masters elle-même nous dit le liquide ne disparaîtra pas. Pour ces raisons-là, entre autres. Oui, mais donc ça peut expliquer un petit peu ce qui se passe en Inde, notamment, parce qu'ils ont voulu, ils ont bien expérimenté les monnaies numériques, et ils vont... Non, ça marche pas. Nigérien, ça marche pas. Oui, mais ça marche pas parce que... Ça ne marche pas, les gens n'en veulent pas. La grande majorité des gens sont pauvres et ont besoin de l'argent liquide pour pouvoir commercer et échanger. Tout le monde a un téléphone. À l'inverse du Bitcoin, l'euro numérique pourrait être utilisé pour régler des achats à la caisse d'un supermarché ou en ligne à l'aide d'un smartphone ou d'une carte de paiement. À terme, la nouvelle monnaie numérique aura l'avantage d'économiser aux épargnants les frais d'un compte classique. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent, Davos et tous ces gens, les banquiers centraux, veulent nous amener à la situation chinoise et japonaise où tout le monde utilise uniquement son téléphone pour payer toutes les factures, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que c'est vraiment très très pratique. Il faut le reconnaître. Mais ça permet également de tracer tout le monde. Mais je pense qu'à terme, on va y venir.
Alors justement, puisqu'on est sur Blind Masters, on va parler de son sac à main. Donc en date du 24 avril, un sac Hermès d'occasion au prix d'une Mercedes neuve. Alors juste avant de parler de cette dépêche, justement, les sacs Hermès sont les nouveaux placements. Alors, je vous en ai parlé, mais non, mais c'est vrai, je vous en ai parlé maintes fois. Les sacs Hermès sont les nouveaux placements, tant et si bien qu'une société d'adjudication à distance à New York a été attaquée en pleine nuit dans le quartier de Manhattan. Les voleurs sont repartis avec 242 000 $ de sacs Hermès d'occasion qui allaient passer devant le marteau d'un commissaire-priseur. Bon, alors là, il y a une photo, hein, donc c'est le 17 avril. Et le 7 mars dernier, à 4 h du matin, 3 voleurs ont fracassé la porte du Heritage Auction au 445 Park Avenue. Donc c'est pas très loin en fait, je crois, du siège de la JP Morgan. C'est près de la 57e Est et personne n'avait songé que cela intéresserait des cambrioleurs de bas de gamme classiques. Eh bien si, hein, ils se sont mis à la page, ils sont informés maintenant. Incroyable. Souci, non mais le souci c'est quand même ça. C'est que la police de New York, en sous-effectif, n'a pas eu le temps d'enquêter sérieusement sur un vol de sac à main usagé dans une boutique de seconde main. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils ont tout perdu, quoi. C'est clair, net et précis. Donc là, c'est l'assurance qui va éventuellement payer. Mais justement, et donc là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que les sacs Hermès sont devenus des placements au même titre que les 2 chevaux, les Super 5, les R5, Bah là, un il y a exemple, 40 ans, etc. un sac d'occasion en autruche d'Hermès a été vendu à 54 000 €. Combien? Un sac en autruche? Mais voilà, 54 000 €, donc c'est grosso modo le prix d'une Mercedes, quoi. 54 000 €. Le sac Hermès. Oui, c'est ça, c'est le prix d'une Mercedes neuve, quoi. C'est chérie, Oui, je vais faire le plein dans au ton level, sac. high level, non, ouais. Donc, vous voyez, même les sacs Hermès sont devenus des placements. Tout ce qui touche de près ou de loin au cuir Hermès, que ce soit des porte-monnaies, des porte-stylos, des protèges, les semainiers, des semainiers, etc. C'est mieux que les billets de banque, quasiment. Donc la maison Dior n'arrive pas à suivre, hein. C'est une augmentation de 17% de ses ventes et ils n'arrivent pas à suivre parce qu'il y a une grande demande, notamment avec la Chine, on en a parlé tout à l'heure. Problème, hein, faute d'artisans qualifiés. Suffisant en France. Attends, c'est quand même incroyable, quoi. C'est toujours le même pays qui mène la danse, hein. C'est-à-dire que c'est l'Asie, en fait. La Chine, c'est le pays où le carré et les sacs Hermès s'arrachent littéralement au point que la maison, Hermès donc, n'arrive pas ou ne veut pas suivre, faute d'artisans suffisamment nombreux en France. Et c'est le problème également pour la maison Dior, qui, elle, s'est félicitée d'une hausse de 17% de ses ventes. Alors, c'est quand même incroyable. D'un côté, les pauvres, les gilets jaunes, etc., qui manifestent pour leur retraite en France chaque dimanche, et de l'autre, les classes ultra aisées qui surfent sur la crise grâce à la violente hausse de tous les prix et qui ne sont que profit pur. Le malheur des uns font le bonheur des autres. Comme on dit, jusqu'ici, tout va bien dans la chute. Accrochez-vous au pinceau, je retire l'échelle. Alors, justement, c'est toujours les pauvres qui payent. Alors là vous avez un exemple typique, mais typique. L'écologie, c'est une immense arnaque Greenwash, pour oui, bien sûr. faire payer les pauvres. Bien évidemment. Et non seulement faire payer les pauvres, et nous imposer le fameux monde où, soi-disant, que le CO2, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, interdire aux pauvres, mais permettre aux riches. Voilà l'arnaque du verre. En date du 22 mai, la presse anglaise vient de découvrir la supercherie des soi-disant zones vertes, zéro émission. ULEZ, on les appelle ces zones vertes en anglais. Oui, mais en plus, ils vont le faire à Grenoble, à Paris, etc. Ça, c'est pour l'année prochaine. Comme par hasard, c'est pour nous tous. Hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une voiture récente, vous ne pourrez même pas rentrer en centre-ville, quoi. Oui, grosso modo. Bien évidemment, le but du jeu, c'est que, en tant que citoyen français, on ne puisse pas bouger. Exactement. Autorisé aux seules voitures dont le taux de pollution est autorisé. Sauf que, on a la photo derrière. En clair, donc les Rolls-Royce qui polluent 5 fois plus qu'une petite Fiat, elles sont autorisées à entrer au centre-ville 0% d'émissions, alors que les voitures des pauvres, elles, sont bien entendu interdites. Rassurez-vous, donc la même chose en France, peu ou prou. Je cite, « Les automobilistes possédant des voitures plus anciennes, respectueuses de l'environnement, mais pas assez vieilles pour être considérées comme des classiques, sont forcés de quitter le centre-ville de Londres en raison de l'expansion imminente des zones vertes, tandis que les voitures gourmandes en carburant des millionnaires, elles, peuvent se rendre au centre-ville. » Donc vous avez une Rolls qui consomme genre 20 litres au 100, j'exagère, mais elle a le droit de rentrer dans le centre-ville de Londres. Mais si vous avez une Fiat Uno ou un truc comme ça qui est un peu... Voilà, vous n'aurez pas le droit, vous devrez payer une taxe supplémentaire. Putain, mais c'est mort aux pauvres. Mort aux pauvres. Putain, mais c'est tout à fait incroyable. Exactement. Alors, avant de terminer
Juste cette première mi-temps, mon cher Laurent, vous vous souvenez de mes reportages en Grèce qu'on avait commentés. Alors ça, c'est vraiment pour vous, je l'ai gardé pour vous, parce que ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, ce n'est pas une nouvelle pour vous. Ce dont on va parler là, c'est que pour Gérard Larcher, apparemment, ça y est, la France va devenir comme la Grèce. Alors, il vient de les découvrir seulement. Oui, seulement maintenant. C'est quoi? C'est mai, juin Oui, là on est en date du 22 mai. Hein, donc, Voilà, Gérard Larcher qui, après s'être bien repu au restaurant du Sénat, d'un seul coup, voilà. Il y a un éclair de lumière. Exactement, il le cite, hein, la France va devenir la Grèce. Donc là, il vient de nous prouver que le Sénat est bien digne du rythme des sénateurs, étant donné que cela n'a plus rien de nouveau pour vous, hein, chers amis. Pour nous, pour vous qui nous suivez depuis toutes ces années, vous le savez bien, parce qu'on l'annonce depuis 2009. Alors, on pourrait dire effectivement que les hommes politiques sont totalement déconnectés. Force est de constater que un voleur pris la main dans le pot de confiture va pas vous dire que c'est de sa faute, bien évidemment. Sauf que quand on est au pied du mur, il y a un moment donné où on est obligé de dire la chose, à savoir que la France, effectivement, est comme la Grèce. Et c'est là, on en revient à 2008, hein, rappelez-vous, cher Saint-Peur, bien sûr. Nous avions dit que symboliquement, le fait que la Grèce soit la première à tomber au sein de l'Union européenne, c'était vraiment le laboratoire. Et Chypre et la Grèce. Dans la foulée. Pour voir comment les peuples allaient se comporter, ça a été le motus operandi pour, par la suite, pour tester répliquer le schéma à l'ensemble des pays européens. Exactement. Et alors, juste pour conclure cette première partie de la revue de presse, je souhaite remercier, pour une fois, le président Emmanuel Macron. Vous êtes malade? Non, je suis en plein... Vous allez comprendre pourquoi. Hein? Notre banquier central favori, je reviens sur lui parce que j'ai oublié d'en parler, mais c'est l'occasion de remercier Macron. C'est une première, hein, véritablement. Donc, Riyad Salamé. Encore? Oui, qui s'était acheté un article dans Paris Match pour contrer mon reportage à Beyrouth de janvier 2020. Eh bien, mes chers spectateurs et spectatrices, il vient de se prendre un mandat d'amener, en français dans le texte, supplémentaire, et qui a été remis à Interpol par une juge parisienne cette fois. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron a décidé de ne plus protéger la nomenclatura libanaise. Bien mal acquis. Malaki, nous saluons Malaki, qui nous parle de le dernier pape, bien entendu. Bien Malaki, donc, un mandat d'arrêt international contre le gouverneur de la Banque centrale du Liban, qui est soupçonné de s'être constitué un riche patrimoine immobilier, en particulier à Paris, en France, et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics, la totale. Hein. Détournement de fonds publics, fausses écritures, faux bilan, faux usage de faux, enfin la totale. On a vraiment... Alors, il faut reconnaître que M. Salamé n'avait pas daigné répondre à la justice libanaise déjà. Il ne va pas en plus se soumettre à la demande de cette kidam, de cette juge d'instruction française qu'il a convoquée au palais de justice, hein, dans le 17e arrondissement. Oui. Alors, je cite, hein, donc là c'est le Parisien qui nous dit ça. Après son refus de comparaître, la magistrate française avait deux options. Reconvoquer Riyad Salamé ou décerner un mandat d'arrêt. Elle a donc choisi la seconde, mettant en cause formellement Riyad Salamé pour la première fois dans cette information judiciaire ouverte en France depuis juillet 2021. Le gouverneur, lui, Salamé, s'en moque, comme Carlos Ghosn, le Liban n'extrade pas ses citoyens. Et comme quoi, vous vous souvenez, mon cher cardinal, en fait, on avait donné tout ça il y a déjà longtemps. Et ce qui est intéressant là, c'est que Macron a lâché tous les riches libanais qu'il protège. Parce que tous ces riches libanais, en fait, ils ont tous palpé. Riyad Salamé leur a permis de sortir leurs milliards de dollars et leurs milliards d'euros avant d'empêcher tous les autres Libanais de récupérer leurs petites économies dans les banques. Vous allez voir une vidéo, mais il y en a eu il y en a eu des centaines de vidéos où les gens allaient dans les banques avec une Kalachnikov, menacer le directeur d'agence en lui disant « Rends-moi mon argent !» ou les gens qui se sont immolés dans la banque « Rendez-moi mon argent !» Le pays a été le théâtre depuis mercredi d'une série de 7 braquages, dont 5 pour la seule journée de vendredi. La plupart des auteurs de ces braquages sont de simples citoyens libanais ayant besoin désespérément d'argent, parfois pour soigner un proche malade. Pour faire face aux difficultés financières, les banques imposent à la population des restrictions draconiennes. Je ne sais pas si vous y... C'est le monde à l'envers, mais justement, le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui, qu'il soit américain ou européen, on va exactement vers le Liban. Voilà, donc Emmanuel Macron,
bénédiction pour une fois. Bénédiction sur vous et sur Brigitte. Hein. À tout de suite. Bénédiction, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. En raison de tous les confinements, je n'ai vraiment pas faire les présentations de tous les livres qu'on a sortis au Jardin des Livres, et donc je vais en profiter maintenant. Alors, ça va être très très rapide. Alors, tout d'abord, le livre du professeur Mark Skousen, qui est un économiste américain. Une économie au pur standard or, étant donné qu'on a abordé ce sujet. Alors, bien entendu, ce livre à l'imprimatur du pape, voilà, c'est garantie extrêmement sérieux. Et alors, pour vous donner une idée de comment Skousen commence son livre, Rothbard compare le banquier de réserve fractionnaire à un escroc qui prend l'argent de la caisse de la société pour l'investir dans ses propres entreprises. Et alors, une autre citation de Irving Fisher, donc un grand économiste, un retour du système actuel où le même argent est prêté 8 ou 10 fois au système conservateur de dépôt en coffre-fort des anciens orfèvres, avant que ceux-ci ne commencent à prêter abusivement ce qui a été confié à leur protection. C'est cet abus de confiance qui, après avoir été accepté comme pratique courante, a débouché sur la banque de dépôt moderne. Du point de vue de la confiance publique, cela demeure un abus, non plus un abus de confiance, mais un abus de fonction, de prêt et de dépôt. Et c'est exactement ce que je vous ai dit dans la première partie de cette revue de presse. Aujourd'hui, la confiance est partie. Donc vous avez également un autre exergue. Lorsque les déposants originaux apportaient l'or à l'orfèvre, la relation morale légale était très claire. Eh bien, si le banquier venait à utiliser l'or du déposant à une autre fin, il était considéré comme un voleur. Et s'il venait à émettre des billets pour lesquels il n'y avait pas d'or, il était coupable de fraude. Voilà, alors c'est un livre de 250-60 pages. Voilà, donc étant donné que c'est les vacances, là vous avez une lecture extrêmement puissante, sérieuse sur une économie au standard or. Et vous avez vu que Laurent Fent vous l'a montré tout à l'heure, le cardinal Fent, il y a déjà 13-14 États américains qui autorisent les règlements en pièces d'or et en pièces d'argent. Voilà, donc c'est dans la collection économie. Rendez-vous sur le site Le Jardin des Livres où vous commandez chez votre libraire. Alors ensuite, vous l'attendez depuis très très longtemps et ça y est, il va sortir. Vous pouvez déjà le précommander, c'est Antal Fekete, le standard argent. Cette fois, il revient sur l'histoire du bimétallisme et surtout, c'est un livre qui vous apprend, qui vous montre comment sauver votre épargne en investissant des petites sommes. Voilà, donc c'est un livre en format de lingot d'argent, exactement comme ces deux livres qui sont au format lingot d'or, comme le retour au standard or d'ailleurs du professeur Fekete. Alors là, le premier, nous avons le scandale de l'ITRA. Alors j'en ai fait un petit dossier de présentation à l'intérieur. Alors le scandale de l'ITRA, c'est quelqu'un qui se proposait dans les années 70 de garder votre or pour vous. Hein, voilà, donc évitez ce genre de société, comme il y en a beaucoup en Suisse. Personne ne peut garder, si votre or n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Si c'est quelqu'un d'autre qui paye le gardiennage chez Brinks en Suisse pour vous, le coffre n'est pas à vous, tout simplement. Si la société dépose le bilan, vous ne pourrez pas avoir accès à votre coffre. C'est un B à bas. Voilà. Donc évitez ce genre de société en Suisse qui se propose de garder votre or dans des coffres et qui prennent 5 ou 10% à l'entrée, 5 ou 10% à la sortie. Alors ensuite, vous avez de l'or à la monnaie papier. Alors ça, c'est formidable. Avec un dossier du professeur Pichon, Olivier Pichon que vous connaissez, il est sur TVL, de l'or à la monnaie papier, le changement d'air, c'est-à-dire 1914-1939. Et comment cela s'est terminé devant les tribunaux. Alors, je vous rappelle, d'un seul coup, la France, en août 1914, voyant la guerre arriver, on dit, voilà, les billets de banque ne sont plus transformables en lingots d'or ou en pièces d'or à la Banque de France. Et on reviendra à cet échange à nouveau à la fin de la guerre. La guerre a pris en 1918, mais bien entendu, la Banque de France s'est bien gardée, elle n'avait plus d'or de toute façon, d'échanger les billets de banque pour de l'or. En revanche, le problème, c'est que tous les contrats commerciaux, de location, de vente à terme, etc., tous étaient rédigés en pièces sonnantes et trébuchantes, en or. Et donc du coup, cela s'est terminé par des milliers, des dizaines et des milliers de procès. Et c'est un livre qui est absolument remarquable parce qu'il a été fait par des avocats, Maître Mestre et James à l'époque. C'est un livre absolument indispensable, surtout donc si vous avez des investissements en or.
Alors, le standard argent, il est resté dans la main. Alors ça, c'est un indispensable. Et surtout, il vous montre quelles sont les pièces en argent à acheter pour sauver votre épargne, et surtout si vous n'avez pas beaucoup de sous. Donc ça, c'est vraiment la Bible qui va sortir, et vous l'avez. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, là, cet extrait. La grande crise financière actuelle est une crise de destruction des capitaux, une conséquence de la démonétisation de l'or décidée voici 50 ans, le 15 août 71 par le président Nixon. Et cela sur les bons conseils de l'américain Milton Friedman, prix Nobel d'économie. Comme quoi, les prix Nobel, ça ne sert à rien. Voilà. Et je rappelle simplement que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'argent métal revient bien plus fréquemment que l'or. Voilà, c'est un livre extraordinaire. Et surtout, vous allez redécouvrir le film Le Magicien d'Oz, vraiment sur une autre dimension. Le Magicien d'Oz, en fait, c'est une histoire monétaire. C'est une histoire de métaux, de l'or et de l'argent. Voilà, ça c'est vraiment, il faut absolument que vous lisiez ce livre. Alors ensuite, nous avons 2 livres de spiritualité que vous... Alors là, on change de sujet. Alors il y a Linda Bachmann, Âme descendue sur Terre, et le colonel Albert de Rochas d'Aiglon. Alors lui, c'était le grand directeur de l'école polytechnique, et c'est lui qui a montré que nous avons plusieurs vies successives. C'est une étude de ce qu'on appelle les vies passées. C'est une version totalement modernisée et réécrite par Anne-Marie Bruyant, agrégée de lettres classiques. C'est un livre que vous ne pouvez pas lâcher des mains, c'est parfait pour les vacances. Et de la même façon, donc Linda Bachmann, aujourd'hui, elle a publié Âme descendue sur Terre, et c'est une grande découverte sur les cycles des incarnations et des vies passées. Voilà, donc si vous avez le sentiment que vous avez déjà vécu avant, ou si vous vous sentez un peu différent, etc., ce livre va vous éclairer. Voilà, donc ça c'est la version spiritualité. Et ensuite, nous avons 5 livres. Alors là, pour les vacances, là il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, premier livre, Mohammed Ben Salman, du pétrole et du sang. C'est la biographie de Ben Salman, et surtout de comment il a réussi à soumettre tous les autres pays grâce à sa formidable intelligence. C'est un garçon d'une intelligence effectivement remarquable, et il a manœuvré pour écarter vraiment tous ses concurrents au sein de la cour saoudienne. Alors, je vous lis les critiques, très brièvement. New York Times, un portrait précis de l'homme et des histoires époustouflantes. Alors, pour moi, c'est un vrai Tintin. C'est le résultat du travail de Hope et Sheikh est captivant. Ça, c'est Reuters qui nous le dit. Portrait alarmant d'un instable et d'un meurtrier de 35 ans. Bah oui, puisqu'il a tué Khashoggi. Du pétrole et du sang est le meilleur livre que je n'ai jamais lu sur le Moyen-Orient. Indispensable si vous voulez avoir un aperçu de l'avenir. Robert Baer. Alors, Robert Baer, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien de la CIA, 30 ans à la CIA, et c'est lui qui a fait le scénario, parce que c'est du film Syriana. The Times dit que c'est un livre explosif, Forbes dit que c'est excellent, bref, c'est absolument sublime. Moi, je l'ai lu, je n'ai pas pu le lâcher, c'est génial pour les vacances au bord de la piscine, et surtout quand vous faites le plein. Voilà. Ensuite, vous avez, puisqu'on parlait de Mohammed Ben Salman, vous avez Sauvagerie diplomatique. Alors ça, c'est de Ferhat Ünlü, Abdouharam Şimşek et Nazif Karaman. Et surtout Ferhat Ünlü. Alors Ferhat Ünlü, c'est le Patrick Poivre turc, grosso modo. Donc il présente les informations sur une très grande chaîne de télévision turque. Et c'est l'assassinat de Jamal Khashoggi raconté par les journalistes qui ont révélé l'affaire au monde entier. Et ils ont eu accès à toutes les écoutes qui ont été faites dans l'ambassade. Parce que les Saoudiens n'ont pas vu qu'il y avait des micros dans tous les murs de leur consulat. Donc, non seulement ils ont entendu comment ils ont tué Khashoggi, mais ils ont surtout remonté toute l'enquête et ils ont donné la liste de tous les coupables. Donc, si vous avez un tant soit peu un peu de tendresse pour ce pauvre Khashoggi dont le téléphone était piraté par le fameux logiciel Pegasus, et c'est ça qui a décidé Ben Salman de le tuer, de le découper en tranches au consulat d'Istanbul, eh bien c'est vraiment le livre qu'il faut lire. Khashoggi, c'était vraiment un homme absolument extraordinaire qui, au nom du journalisme et de la vérité, a été découpé en tranches par Mohammed Ben Salman. Alors ensuite, nous avons le nouveau livre de Philippe Aymar, Les dossiers dangereux, Covid-19. Alors c'est la suite sans lettres de son best-seller absolu, Covid-19 enquête sur un virus. Et là, il montre que Bill Gates est au centre de tout, véritablement. Alors non seulement ça, mais qu'en plus, avec Bill Gates, il y a un véritable truand anglo-ukrainien, fils d'un collaborateur nazi ukrainien, qui
ont organisé toute cette opération de Covid-19. Alors aujourd'hui, vous avez plein d'informations qui sortent et qui confirment que Peter Daszak et Bill Gates et Fauci sont au centre de l'opération et que l'opération a été organisé de A à Z. C'est un livre renversant. Hier, j'étais en signature à Avignon, justement, et des lecteurs m'en ont dit, vraiment, ils étaient totalement enthousiastes. Voilà, Covid-19, les dossiers dangereux avec des nouvelles révélations. Et les 2 derniers livres, là, on est dans l'intelligence artificielle. J'avais choisi de publier ce livre en anglais, c'est les mémoires de Feng Xiu-Xu. C'est un Chinois de Taïwan et c'est lui qui a programmé l'ordinateur d'IBM qui avait battu Kasparov. Et ce sont ses mémoires. Et paradoxalement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce livre sort en même temps que le ChatGPT dont on vous parle tout le temps. Mais il n'y aurait pas de ChatGPT sans Feng Xiu-Xu. Alors tous ceux qui sont passionnés de high-tech, de technologie, d'informatique, d'intelligence artificielle et surtout du jeu d'échecs, alors là c'est un livre indispensable. Et vous allez voir comment... Et alors Kasparov, de très mauvaise foi bien entendu, a osé dire qu'ils avaient triché, alors que Feng Xiu-Xu, c'est à peine joué aux échecs. Voilà, c'est quand même incroyable. Enfin, dernier livre, alors là aussi, c'est une décision qu'on a prise il y a 1 an et demi, La guerre des drones de Seth Frantzman. Donc c'est un journaliste de Jerusalem Post qui a découvert comment les Palestiniens utilisaient les drones, les jouets, et pour y accrocher des grenades, et comment les drones ont littéralement changé la bataille. Et on l'a vu avec les Russes, quand ils ont attaqué l'Ukraine. Là, véritablement, ils n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle doctrine militaire, et les Ukrainiens ont réussi à les prendre par surprise, et alors que les Russes pensaient véritablement qu'ils allaient envahir l'Ukraine en l'espace d'une semaine, 15 jours, exactement comme les Allemands avaient envahi la France en 1940. Eh bien, les drones ont changé la donne, littéralement. Et Frantzman revient sur la guerre des drones, l'évolution des drones, les premiers drones, comment ils ont été utilisés, comment ils ont été financés, bien entendu toujours par la CIA, par les centrales d'espionnage, et comment la Turquie est remontée sur la carte, puisqu'il est devenu le premier exportateur mondial de drones. C'est un livre fascinant, surtout dans le cadre actuel de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Là aussi, c'est un livre que vous ne pourrez pas lâcher. On peut dire que c'est un SAS de Gérard de Villiers. Voilà, tous ces livres pour vos vacances. N'hésitez pas, alors vous pouvez téléphoner au Jardin des Livres, vous pouvez le commander sur le site ou bien entendu chez votre libraire, mais c'est 10 fois plus rapide via Amazon ou via le site du Jardin des Livres. En vous remerciant, je vous souhaite et je vous bénis, je vous souhaite de belles vacances, soyez heureux pendant cette période parce que la rentrée, ça va être un petit peu plus dur, chaque rentrée est un peu plus dure que les autres. Voilà, mais avec ma bénédiction, tout se passera bien pour vous. Je vous embrasse. Bénédiction sur vous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes de retour pour la 2e partie de cette revue de presse avec le cardinal Fendt. Une nouvelle bénédiction sur vous. Merci. Et justement, on a une information vraiment importante à vous donner en ce qui concerne les Français et les Françaises. Et on a besoin de bénédiction, effectivement. Alors, vous n'êtes pas peut-être sans savoir que la France est le premier pays consommatrice d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. C'est ce qu'on nous a toujours dit, hein. La France est le premier pays à acheter des calmants. Alors, sachez qu'en Corée, c'est 13 personnes sur 1000 qui sont sous antidépresseurs. En France, c'est 50 personnes sur 1000. Donc ce sont généralement, pourtant, les pays majoritairement protestants qui sont les plus stressés, voire azimutés dans leur tête. Le pays numéro 1 étant l'Amérique du Nord, avec 110 personnes sur 1000 sous tranquillisants, suivi par, et là j'ai été étonné, l'Islande, pays majoritairement également sous alcool. Tout est dit sous l'influence des philosophies religieuses. Justement, on est en Avignon, bénédiction sur vous. Après, on va offrir une bonne bouteille de vin, nous aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez derrière nous un graphique qui vous montre les pays où on est les plus heureux. Alors, lesquels sont les mieux notés, notamment à être bien dans leur tête. On a l'Italie, le Chili, la Hongrie, etc. Ce sont des pays catholiques ? Chrétiens ? Non, mais c'est les catholiques, pardon. Catholiques, c'est très important. C'est ça que montre ce graphique. C'est-à-dire que les protestants sont complètement azimutés, en fait. Parce qu'on leur dit, plus vous êtes riche, plus vous êtes béni de Dieu, alors que c'est totalement faux. La richesse ne fait pas le bonheur. La richesse ne fait pas le bonheur. Là, c'est clair, net et précis. Et on nous a menti.
On a toujours dit les Français sont les plus gros consommateurs d'anxiolytiques. On est dans la moyenne. Preuve, On est dans la on est moyenne. juste dans la moyenne. Et ce sont les pays catholiques qui se portent le mieux dans leur tête. Voilà, c'est une démonstration et je tenais vraiment à vous la donner à travers notre très cher cardinal Fendt ISO 9000 Munich. Je reviens sur les banques parce que c'est important. Alors, je vous donne un exemple de comment les banques essaient d'arnaquer leurs clients. Alors, là, par exemple, c'est ING. Alors, vous vous souvenez que Crédit Suisse et Deutsche Bank qui avaient proposé des 3 ou 4% quand les taux étaient à 0 ou négatifs, dès que les clients déposaient des sommes importantes. Signe évident d'un grand stress, en réalité d'une faillite colossale. Et on l'a vu avec le Crédit Suisse qui a été vendu hors la loi par le gouvernement suisse lui-même. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais vous allez voir cette lettre de ING, donc ça date du 12 avril. Donc la Internationale Nederlanden Groep, en fait c'est ING, voilà, est contrainte aux mêmes expédients. ING a envoyé une lettre à tous ses clients et promet à celui qui dépose une somme allant jusqu'à 50 000 €, même venant d'une autre banque, pourquoi pas, une rémunération de 3% sur ce dépôt. Wow. Sauf que, en petit caractère, donc en Arial 5, ou 3 même. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent? L'arnaque se trouve dans ces 3%, c'est juste pour 6 mois. Voilà. Oups. Donc, oups. Comme le disent nos lecteurs, cela n'annonce rien de bon, d'autant que ces 3% n'ont plus rien d'exceptionnel, puisque c'est ce que payent toutes les banques anglaises aujourd'hui, et même je crois en France. Pas seulement sur 6 mois, mais tout le temps. D'accord. Voilà. Notez que c'est une vieille habitude ING. J'aime le dicton, quand vous serrez la main d'un Hollandais, recomptez vos doigts après. Car là, il est vraiment très juste. 3%, mais c'est juste pour 5 mois ou 6 mois. Et alors, il y a un garçon qui a tweeté, c'est Monsieur Stackhodler. Sounds like someone needs some liquidity. On dirait que quelqu'un a besoin de liquidité de toute urgence. Non, mais c'est vraiment... C'est un indice. C'est plus qu'un indice. Et alors, deuxième indice, AXA. Alors, l'assureur français AXA. Alors, c'est une banque que tu connais bien. À vous l'honneur, mon cher cardinal. En date du 13 mars, quelque chose se prépare. L'assureur AXA a décidé soudain de vendre ses actions 100 millions de la Montepaschi de Sienne. La fameuse Montepaschi. Retrouvez mon enquête sur le meurtre de David Rossi. C'est la même. C'est l'équivalent de 8% du capital de la banque italienne où a été tué David Rossi. Donc, le message d'AXA se trouve dans cette ligne. Je cite, l'assureur conservera 0,0007% 0,007% du capital de Banca Monte del Paschi di Siena. On connaissait 0,07 mais pas le 0,0007, donc ce qui est quand même assez excellent. C'est la première fois qu'un assureur réussit à te faire rire, il paraît. Là c'est clair, c'est du jamais vu. Donc traduction, la banque a attrapé la peste et il importe de se tenir à l'écart. AXA ne souhaitant pas solliciter une représentation au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, il estime qu'il est opportun de céder sa participation acquise dans le cadre de l'augmentation de capital de la banque. Ouais, voilà. Et alors, je vous donnais une autre, alors ça concerne également les N26, on en a parlé tout à l'heure, mais écoutez bien, la banque N26 a perdu, donc sur l'exercice 2022, presque 200 millions d'euros, ce qui lui voudrait techniquement être interdit de chéquier, littéralement. Genre, si vous êtes à découvert de moins 20 000 euros, ils vont vous interdire de chéquier, sans problème. Eux, ils sont à découvert de 200 millions d'euros. Le gouverneur de la Banque centrale de Hollande, d'Allemagne, parce que c'est une banque d'Allemagne, n'a pas daigné les interdire de chéquier. C'est-à-dire dire, bon, maintenant, ça suffit les conneries, et tous vos clients vont à la Deutsche Bank, par exemple, ou dans une autre banque. C'est bien comme les gouvernements, en fait. Ils peuvent se permettre ce que un couple, une famille ne pourrait pas faire. Et je reviens également sur Orange Bank, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Crédit Agricole BNP et Société Générale ont jeté l'éponge après avoir examiné les livres de la Orange Bank. Leur constat, le fruit est pourri. Le mec, ils ont regardé le bilan, les mecs, ils ont dit c'est du Wagner, tu vois. C'est du Rachmaninoff, tu vois. C'est du John Cage. Je sais pas, chers spectateurs, si vous avez déjà entendu du John Cage, mais c'est intéressant. C'est un peu comme l'idée, c'est un peu concerto pour une porte et une fenêtre, quoi. C'est avec des grincements de scie. Génial, hein. Des grincements de dents, des trucs de dentiste.
Pourquoi pas? C'est le bilan de la Orange Bank. C'est le bilan. Non mais c'est surréaliste. Attends, je vous lis la suite. Seul Cerberus est encore sur les rangs. Tu te souviens de Cerberus? Oui. C'est eux qui ont racheté HSBC France. Hein. En fait, ils ont été payés par HSBC pour racheter la filiale française. Wow. C'est énorme. 1 milliard, je crois. Alors, quittez vite cette banque, si vous y êtes, puisque même les Échos... Attends, les Échos, c'est pas des foot de guerre hein, en termes d'économie, pour dénoncer les banquiers. Les Échos reconnaissent que Orange Bank a enregistré 200 millions d'euros de pertes opérationnelles. Ah bah tiens, ils ont perdu comme la N26, eux aussi ils ont perdu 200 millions. Voilà, c'est ça. De pertes opérationnelles en 2022, un record depuis son lancement. Ils battent des records, mais dans les pertes bancaires. Donc mais là aussi, ils sont mourus. Ils sont mourus, voilà. Bienvenue en 2023, l'année où les banques tombent comme des mouches. Au total, l'opérateur donc de téléphonie aura injecté un peu plus à coût d'augmentation de capital, soit 1 milliard d'euros en 5 ans d'après les rapports du groupe de télécom, dont 150 millions l'an dernier. Autant d'argent que Orange n'a pas mis dans la modernisation de ses installations téléphones. Ah oui, voilà, maintenant, si vous êtes client Orange, hein, vous savez pourquoi vous avez des ennuis, des problèmes techniques. Parce que tout l'argent qu'ils gagnent, en fait, ils le mettent dans cette banque pourrie. Il s'appelle Orange Bank. Non, mais tu y crois pas, quoi. C'est invraisemblable. C'est tout à fait invraisemblable. Et alors, là puisqu'on est dans les banques pourries, alors, non seulement ils veulent pas qu'on retire l'argent des banques, alors ça, on vous l'avait toujours dit, Laurent et moi, ça fait des années. L'AFP et l'agence France Presse, donc ça date du 5 juin. Elle a envoyé un article dans toutes les rédactions, voici 2 jours, expliquant que les DAB, les distributeurs de billets de banque, sont en voie de disparition. Oui. Putain, les mecs, ils arrivent 10 ans après nous, quoi. C'est tranquille. Hein. C'est vraiment mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que bénédiction. Voilà, bénédiction sur l'AFP. Effet visible de la guerre contre l'usage des billets de banque. Un peu moins de 48 000 distributeurs émaillant le territoire français à la fin de 2021, selon la Banque de France, car le pays a déjà perdu en moyenne un peu plus de 2 distributeurs de billets par jour en 2021. C'est énorme. C'est quand même complètement fou. Et alors, attends, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel, et CIC, donc en fait, ils vont rassembler leur parc de distributeurs en un seul. C'est-à-dire que sur 10 distributeurs, il y en a 5 qui vont sauter. Voilà, tout simplement. Et c'est pour vous empêcher de retirer votre argent. Je ne cherchez pas. Et bien entendu aussi, c'est pour faire des économies de bouche en aile. Parce que c'est autant vous savez, les camions Brinks qui viennent remplir les distributeurs, ça coûte de l'argent. Et donc, ce sont des millions et des millions qui vont pouvoir se garder. Parce qu'ils sont en faillite. Voilà. La suppression des DAB est maquillée dans un langage et des raisons qui sont très éloignés de la réalité, puisque dans ce domaine, nos voisins anglais sont bien plus en avance, comme vous l'avez vu dans cette revue de presse. Alors, je vous invite à regarder la revue de presse en cours, et vous allez voir toutes les banques anglaises. Alors eux, ils ne suppriment pas les DAB, ils suppriment carrément les agences. Ils ne s'emmerdent pas. Ils sont en train de diviser le nombre d'agences par 2, voire par 3. Quel cas aussi en tous France. les jours, exactement. C'est moins rapide en France. Tous les jours, quasiment tous les jours, dans la presse anglaise, la Midland Bank ou je sais pas quoi va fermer 100 agences. Et ça dure depuis. En fait, ils ont fermé, je crois, la moitié des agences bancaires depuis 2008. Depuis 2008. Et on retrouve la crise de l'immobilier, de tous ces locaux qui ne peuvent plus être entretenus puisque maintenant les banquiers sont licenciés. Et le télétravail remplace beaucoup de choses. Exactement. Et alors, je vous livre à vous l'honneur, parce que là, la Banque Postale, elle est passée à un niveau tout à fait monstrueux, puisqu'elle est la première à voler les personnes âgées. En date du 20 mars, de notre lecteur Dominique, je cite « Ma belle-mère, cliente de la Banque Postale depuis toujours, a reçu par 2 fois une lettre accompagnée d'un questionnaire intrusif. La deuxième la sommant de renvoyer le questionnaire immédiatement. Vu le ton désagréable, elle n'a pas tenu compte de ces 2 courriers. Suite à quoi elle a reçu un appel téléphonique la convoquant à un rendez-vous auquel elle s'est rendue. Là, elle a dû subir un interrogatoire quasi policier. Exemple de question, avez-vous des relations aux États-Unis? Quelle est la valeur de votre maison? Tentant de ne pas se laisser faire, est-ce que j'ai une tête de délinquante, leur a-t-elle dit? Elle a demandé plusieurs fois la raison de cette procédure. Le préposé a fini par lui dire qu'il n'avait pas le choix, que c'était, je cite, pour l'identité numérique. Et il a sorti une lettre de Christine Lagarde pour se justifier. En plus, il n'a jamais fait. Enfin bon, peu importe. Non, mais ce sont des escrocs, la Banque Postale. Enfin, il a demandé à sa cliente de 85 ans quelles applications elle avait sur son téléphone. 85 ans, la dame. Alors, il n'a pas été déçu, le bonhomme. Smartphone, elle ne connaît pas. Pour finir, il a cherché à lui vendre une assurance vie,
Et ça, on a l'habitude. Comme d'hab. Bah ouais. Bref, la Banque Postale est un parfait collabo de l'Union Européenne. Chacun aura pu remarquer également des sollicitations pour créer une identité numérique dans les bureaux de poste. Il n'y a plus qu'à espérer que plusieurs clients quittent cette banque, ce qui est bien difficile pour une personne âgée. Ah, c'est clair. Alors, donc la Banque Postale, mais d'autres aussi, ont procédé à ce type de repérage afin d'évaluer très rapidement ce que la mort de cette dame pourrait lui rapporter. Exactement, parce que c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Mais le c'est plus scandaleux l'héritage. est que- Ils veulent mettre la main sur l'héritage. Voilà, les biens des personnes âgées, savoir s'ils ont des enfants, etc. Parce que quand il n'y a pas d'enfants, etc., bah, discrètement, il n'y a personne pour vérifier. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils vérifient. Ce sont des salopards. Banque Postale, vous êtes des salopards. Bah, une comparaison avec la posture de la Banque Postale en 1942-43, qui n'hésitait pas à collaborer joyeusement à ce qui a été fait. Non, mais c'est vraiment incroyable. Alors, justement, puisque je vous parlais des Anglais, je vous lis brièvement les titres. Alors, ça date par exemple du 12 avril, apocalypse bancaire. 8 ou 9 agences sur 10 en Angleterre seront fermées. Donc là, vous retrouvez ça dans les archives du mois d'avril. Alors ensuite, par exemple, 3 avril, la Barclays a décidé de fermer 14 agences de plus, en plus des 55 qui ont déjà été mises sur la liste. Ce qui, à raison de 5 personnes minimum par agence, donne quelques 345 salariés sur le carreau. Bon, on ne va pas pleurer les banquiers, on s'en fout. Ce sont des enfoirés de toute façon. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui arrive, parce que ce qui se passe en Angleterre arrive en France avec 3-4 ans de, grosso modo, de ce qu'on a vu, nous, de décalage. Alors ensuite, tiens, la Lloyds Bank ferme 54 agences de plus. Et ça, c'est le Daily Mail qui nous le donne. Et le Daily Mail nous dit que cela met le nombre d'agences supprimées, juste pour 2023, à plus de 500. 500 agences bancaires ont été fermées en 2023. En 6 mois. En 6 mois. En Grande-Bretagne uniquement. En Grande-Bretagne, oui. Voilà. Et la Barclays également ferme. Et alors, pour finir, donc la Barclays, alors, donc ça c'était le 22 mai, eh bien, elle a profité du week-end, d'un pont bien entendu en Angleterre, pour annoncer en toute discrétion qu'elle allait fermer 12 agences de plus d'ici la fin juillet 2023. La tendance se confirme. À chaque vacances, week-end ou pont quelconque, les banques déclarent que de nouvelles agences seront fermées car elles ne sont plus rentables étant donné que tout le monde ou presque se sert de l'application bancaire. C'est la mort, mais au ralenti, de la banque du XXe siècle. Là, c'est effectivement très net. Et après, ils s'étonnent. C'est ça qui est marrant. C'est que les mecs, ils nous ont poussé en fait à avoir l'application bancaire pour faire vos virements, machin, etc. Eh bien, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que, avec par exemple la Silicon Valley Bank ou la Signature Bank, j'en avais parlé à l'époque sur Radio Courtoisie, et Black Masters confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus besoin d'aller dans ton agence bancaire pour retirer physiquement ton argent. En fait, il suffit simplement avec ton smartphone. Avec ton smartphone, tu appuies sur un bouton, et tiens, je vais virer ça sur le compte de ma mère qui est dans une autre banque. Je vais acheter on peut le faire soi-même. Un studio, on le fait soi-même. Et en l'espace de 5 minutes, il y a une ruée, genre de 10 milliards de dollars, ce que les banquiers n'avaient jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accélérateur, un amplificateur. C'est un ampli 2 fois 1000 watts, tu vois, du bank run. C'est le nouveau bank run. La Réserve fédérale américaine a reconnu ce vendredi que des ratés dans son organisme de supervision avaient joué dans la faillite de la Silicon Valley Bank. La faillite de la Silicon Valley Bank a fait trembler le système bancaire des États-Unis pendant plusieurs semaines et continue d'avoir des répercussions. Les leaders européens se montrent rassurants, rappelant que le secteur bancaire est aujourd'hui mieux protégé face aux risques financiers. Donc en date du 12 juin, très récent, la planche à billets à nouveau en mode nucléaire. Bah oui, et oui, forcément. le candidat au présidentiel, Robert Kennedy, a déclaré, je cite, que les confinements ont été une colossale erreur qui a coûté 16 trilliards de dollars. Nous avons transféré 4 trilliards des classes moyennes américaines aux seuls ultra-riches. On l'a vu, ils ont acheté toutes les Rolls, toutes les Les Porsche, confinements ont créé un milliardaire par jour. Ah ouais, quand même. Seul souci, ce transfert continue de plus belle encore de nos jours. Par exemple, la Fed met à la disposition des banques 100 milliards de dollars via la Bank Term Funding Programme pour leur facilité de caisse presque chaque semaine. 100 milliards chaque semaine pour les banques. En même temps, la Fed a acheté pour 100 milliards de dollars d'actions et d'obligations dont personne ne veut, afin d'empêcher Wall Street de voler dans les airs, comme vous le prouve le graphique ci-dessus. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec la planche à billets, on fabrique de la fausse monnaie, nous on peut racheter tout Avignon. Il n'y a pas de problème, tu vois, c'est la première chose que je vais faire. D'ailleurs, c'est un des représentants du gouvernement américain l'a très bien dit, on voit la vidéo derrière.
Nous, on imprime parce qu'on est les États-Unis, on vous emmerde. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Connolly, qui était le gouverneur du Texas et qui était le conseiller de Kennedy. Il se trouvait d'ailleurs dans la voiture quand Kennedy a été assassiné. D'accord. Et Connolly a dit, donc il est devenu le conseiller de Nixon, de mémoire. Et en 71, quand ils ont décroché de Bretton Woods, c'est-à-dire il n'y avait plus d'or qui garantissait le dollar, voilà. Il a dit à tous les autres banquiers centraux et à tous les chefs de gouvernement, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est exactement la même chose qu'ils viennent de dire. 50 ans d'écart, ils disent exactement la même chose. Alors justement, puisqu'ils bénéficient de la planche à billets, les Américains et les autres pays, nous en Europe, on en fait aussi, mais ça va sur le bilan de tous les pays. Donc on va payer très très cher. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Eh bien, figurez-vous que Apollo Management, qui au départ était le hedge fund qui gérait les fonds de retraite des employés de la CIA, figurez-vous que c'est devenu un hedge fund vraiment gigantesque, toujours pour le compte de la CIA. Ils emploient les anciens espions de la CIA pour espionner les entreprises qu'ils veulent racheter et pour trouver justement la façon de les racheter en douce. Alors, je tiens à vous le dire ça, mes chers spectateurs et spectatrices, ça date du 15 mai. Air France infiltré par Apollo Global Management et Apollo est entré au capital d'Air France en toute discrétion. 2 tentatives de la part d'Apollo pour passer sous le radar. La première a réussi, puisque moi-même je ne l'ai pas vu. Le communiqué de presse qui a été rendu public aux agences de presse, je vous le donne dans le mille, le 13 juillet 2022. Donc forcément, c'est le pont du 14 juillet, on ne l'a pas vu. Quasiment tout le monde est passé à côté, vu que la France entière faisait le pont jusqu'au 18 juillet. Moi aussi, donc, je suis passé à côté. Mais rebelote, vendredi 5 mai de cette année, 2023, veille de pont, c'est là où ils ont décidé de rentrer, effectivement, une nouvelle fois, dans le capital d'Air France et en cachette. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Apollo est vraiment le hedge fund de la centrale d'espionnage lancée en 1980 par Léon Black. Léon Black, affaire Epstein. C'est l'ami d'Epstein, c'est l'ami de Bill Gates, c'est eux qui ont organisé tout un tas de choses, on y reviendra. Josh Harris et de Mark Rowan qui gèrent les cotisations retraite pilotées par des anciens de l'agence, comme on l'a dit. Léon Black, c'est celui qui a payé Jeffrey Epstein plusieurs millions de dollars, 50 millions pour être exact, avec des virements après sa sortie de prison. Et précisons que Black, Harris et Rowan étaient tous les trois à la Drexel Bank avec le fameux Milken qui a inspiré le film Wall Street et qui a fait une faillite, méga faillite frauduleuse en vendant des lingots d'or qui n'existaient pas aux clients et qui les ont vendus plusieurs fois en escroquant les banquiers d'une dizaine de pays. Donc vous retrouvez toutes ces précisions dans le livre 666 parce que je parle justement de la Drexel Bank, qui était une très grande banque d'ailleurs avant de tomber entre les mains des magouilleurs. La volonté des Américains a toujours été de détruire et ou de racheter Air France, et d'ailleurs je l'ai dit dans une revue de presse avec le chef du syndicat FO Air France, pour la démanteler, exactement comme cela a été fait avec la Sabena, Alitalia, la Yacht, Malev, Air Finland, etc., Mexicana, bon j'en passe et de meilleurs. Switzer étant le meilleur exemple. On revient toujours à nos amis suisses finalement. Bref, toute compagnie aérienne qui avait le nom de son pays dans son logo et qui était la favorite des citoyens. Air France jouit encore de cette image d'excellence, largement au-dessus de toutes les compagnies américaines où passagers sont traités comme des chiens. Mais ce qui est la première chose qu'ils ont faite, ils ont Air France avant, il y avait Air Espace France, et maintenant ils ont... Donc ça va faire Air France, et bientôt ils vont enlever le F, ça va faire F France, enfin bon, ils sont capables de tout. Donc Apollo a trouvé le moyen de racheter Air France, de la même façon que BlackRock, au mois d'avril, est rentré au capital de la BNP. Donc on voit, avec la permission de Macron et de Bercy, que tout le gouvernement français, aujourd'hui en place, vend tout ce qu'on a de bien, la Grèce, tout ce qui rapporte, exactement comme la Grèce, vend tout aux Américains. Bijoux de famille. Voilà. Alors, le professeur Jean-Pierre Chevalier a analysé de près le dernier bilan d'Air France. Et ce qu'il a vu, il y a vraiment de quoi inquiéter tous les salariés. Attention. Je cite, Air France, qui a été emblème de la France à l'étranger, a publié 4 mai un communiqué annonçant que le fonds américain, lié à la CIA, allait apporter 500 millions d'euros supplémentaires au capital d'Air France. Ce communiqué est bizarre, car cette partie de phrase en vue d'un potentiel financement signifie en clair qu'il s'agit d'une augmentation de capital maladroitement camouflée sous un verbiage qui n'est pas dans les normes de la communication financière des sociétés cotées en bourse. Or, toute augmentation de capital d'une société
côté, est dilutive. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la valeur, il n'y a plus, quoi. Elle baisse, quoi. Ce machin qui est présenté sous la forme d'un instrument de financement est aussi désigné en tant qu'instrument de quasi-fonds propres. Le problème est que des quasi-fonds propres, ça n'existe pas. Soit ces fonds inscrits au passif sont des dettes, soit des capitaux propres. Ils ne peuvent en aucun cas être des entités hybrides, sauf dans les têtes des bonimenteurs franchouillards. Et là, vous avez des collabos au niveau de la finance Air France qui sont en train de tout vendre aux Américains. Je vous invite à aller sur la revue de presse et retrouver tous ces articles. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, juste, il y a d'autres articles sur Epstein. Et maintenant, on sait qui est l'agent traitant pour la CIA. C'est l'actuel patron de la CIA, M. Burns. C'est lui qui était l'agent traitant d'Epstein. Et Ehud Barak, qui était l'agent traitant pour le Mossad. Et cette opération est toujours en cours. Et donc, ne soyez pas surpris si, justement, Epstein faisait venir le tout Paris des journalistes, des financiers, des sénateurs et des députés dans son lupanar de 200 mètres carrés avenue Foch, blindé, rempli de caméras, et qui a été vidé à toute vitesse dès qu'on avait appris la mort, dès qu'il avait quitté, dès qu'il a été arrêté, pardon. Et je pense que tous ces films sont en possession de la DCRI. Mais j'ai pas vu d'arrestation en France à cause de l'affaire Epstein. D'autant que son collaborateur, là, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui pilotait une agence de mannequins, a été retrouvé mort pendu à la veille d'un pont à la prison de la Santé. Voilà. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien des choses. Bon, mon cher cardinal, des commentaires ? En fait, si on fait une sorte de synthèse de cette revue de presse, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est que l'effondrement du système bancaire a lieu. Donc là, c'est une avalanche de banques. Ah ouais, et le deuxième, c'est la montée en puissance de l'or qui, Bretton Woods, on y revient. Systématiquement, on revient à ça. Ouais. En même temps, c'est tout ce que vous avez mis, très cher Saint-Père, dans vos livres depuis bon nombre d'années. Donc là, on en voit toute la quintessence. Parce que dans cette revue de presse, c'était clair. Donc, effondrement du système bancaire, et de l'autre côté, montée en flèche de l'or. Donc, s'il y a un moment donné ou un autre où il faut investir dans l'or, encore une fois, parce que l'once allait monter de combien alors en l'espace de 10 ans ? Je sais pas, moi je me souviens j'avais acheté des pièces d'argent, les 50 francs Hercule. Je parle même pas d'or là, je parle d'argent, c'est le cas de le dire. Oui. N'oubliez pas que Saint-Pierre a les clés en or et en argent, il est bimétallique. Voilà, je vous invite d'ailleurs à lire le dernier livre du professeur Antal Fekete qui va sortir prochainement, vous pouvez déjà le précommander. Ce qui est intéressant, donc, c'est que j'avais acheté ces pièces, je me souviens, chez Joubert, 8 €, la pièce de 50 francs Hercule. C'était en 2008-2009 2009. Ouais. 2009, puisqu'on l'avait traité, nous, que j'avais fait ma petite enquête là, dans la rue Vivienne, entre certains qui essaient de m'arnaquer, et à l'époque, c'était seule une boutique que je connaissais pas, mais qui s'appelait Joubert en l'occurrence, où ils étaient vraiment honnêtes en disant vous devez faire ceci, cela, voilà. Et la pièce était à 8 €. Aujourd'hui, si vous regardez sur eBay ou n'importe où, c'est entre 28 et 35. Donc, tout est dit. Et c'est la même chose. D'ailleurs, justement, une lectrice qui vit à Istanbul, vous retrouvez ça sur la revue de presse, elle dit « Quand je vais au bazar d'Istanbul, le prix du cours de l'or n'a rien à voir, il y a un écart quasiment de 15 à 20% entre le lingot d'or ou les pièces d'or que les gens peuvent acheter directement dans le bazar d'Istanbul. Alors, je précise que le bazar, il y a une partie qui est réservée aux marchands d'or et d'argent. D'accord. Et donc, il y a un écart entre le cours de l'or dans les banques, qui vous vendent techniquement un lingot en papier, donc ils l'achètent même pas, et ceux qui vont le chercher directement au bazar, et là c'est 20% plus cher, parce qu'ils le livrent physiquement. Donc on voit bien cet écart entre le pseudo-cours qui est déjà bidonné. Blight était la grande spécialiste du bidonnage, mais même si elle n'est plus à la JP Morgan, ils ont continué, puisque plusieurs traders de la JP Morgan ont été jetés en prison. On avait commencé déjà à l'époque à en parler, et ils ont été jetés en prison, en effet. Et malgré donc le truandage du cours de l'or et de l'argent, ils n'arrivent pas. Et du coup, je vous le dis, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si tous les banquiers centraux de la planète, y compris celui de Singapour, qui est considéré comme la Suisse, et là, il n'y a pas de magouille. Singapour, ils sont, comme dit Dieudonné, c'est waouh, c'est au-dessus, c'est le soleil. En termes de sérieux financier, le gouverneur de la Banque centrale de Singapour a racheté, alors je vous dis ça de mémoire, 10 ou 15 tonnes ou 20 tonnes, je ne sais plus. Vous l'avez sur la revue de presse. Donc si le gouverneur de la Banque centrale de Singapour achète de l'or pour fortifier,
comme tous les autres, Ouais, la pays, Hongrie, oui. la Serbie, La Russie. tout le monde, la Russie n'en parlons même pas, je veux dire, tout La l'or Chine, qui tout, sort des mines russes va directement à la Banque centrale, qui explique pourquoi l'économie russe ne s'est pas Effondrée, elle est pas à effondrée, genoux, ouais. alors que les banques américaines ont volé dans les airs. C'est quand même un paradoxe, quoi. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Donc ne soyons pas plus royalistes. Donc si les banquiers centraux achètent de l'or, c'est qu'il y a une raison. Donc mes chers spectateurs et spectatrices, bénédiction sur vous, mon cher cardinal. Nous vous remercions infiniment de votre patience, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et vous devez soutenir cette revue de presse papale. N'oubliez pas, il faut faire des dons, à l'église de la fake news. Parce que nous, on donne les vraies news. C'est ça qui est dingue en plus. C'est ça qui est dingue. Bill Gates donne 4 millions de dollars à ces pourris du Monde, du Journal du Monde et à l'AFP. Et nous qui vous donnons les vraies infos, nous, on est obligé de quémander, c'est le cas de le dire, comme on fait à la messe. Voilà. Alors, vous pouvez nous faire des dons et vous pouvez surtout commander des livres pour bien comprendre ce qui va se passer. Nous vous embrassons, bénédiction sur vous, que vous soyez heureux et que votre ange gardien vous parle à l'oreille. Nous vous embrassons et à bientôt. Au revoir à tous.